Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis accompagné d'un collègue qui s'appelle Rémi Masson et on va parler d'un sujet qui, je pense, vous intéressera beaucoup parce qu'il concerne tout le monde. On va parler de nutrition, on va parler plus spécifiquement des graisses. Et avant d'aller plus loin, Rémi, salut, est-ce que tu peux te présenter? Salut Will, salut tout le monde. Alors moi c'est Rémi, j'ai actuellement 22 ans. Je suis actuellement en études en BTS diététique, mais je suis aussi beaucoup un autodidacte. Je fais énormément de recherches à côté des études et du coup ça me permet maintenant de partager en fait ce que je sais, ce que j'apprends à travers mon compte Instagram, mes podcasts et aussi grâce à la Nerdy Muscle Review et aussi tout ce que j'ai pu apprendre de par mes recherches. Maintenant, j'essaye de le retransmettre aux gens via des entretiens, des coachings que je fais en fait avec les personnes qui souhaitent travailler avec moi. Donc voilà. Ouais, génial. Ouais, je peux. Là, ça, c'est la version que Rémi vous a donnée. Moi, je vous donne juste la version comment moi je connais Rémi de manière peut-être un peu moins formelle. On s'est rencontrés en fait à une de mes conférences. Donc, physiquement, on s'est rencontrés à une de mes conférences il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, wow, c'est quand même assez impressionnant le niveau de détail des questions qu'il pose. Et chaque fois, je me disais, bon, bah, j'ai intérêt à assurer parce que là, c'est quand même bien précis, on ne peut pas déconner. Et je me suis dit, wow, trop cool, tant mieux. Donc, ça m'a permis, lors de cette conférence, d'aller plus loin que ce que je pensais pour certains détails. Puis ensuite, on a pu suivre le fil et pas perdre trop de monde non plus. Donc, c'était cool. Mais voilà, on a direct assez vite accroché. On a compris que on était les deux des passionnés qu'on cherchait à aller plus loin. Et le truc de dingue pour faire court, c'est que Rémi, tu le sais parce que tu es passionné, tu as énormément étudié, tu as énormément évolué, tu as peut-être plus de difficultés à dire comme ça publiquement que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, mais de mon côté, voilà, je le dis à ta place, comme ça, tu n'as pas besoin de le dire. C'est vraiment malade à quel point tu as évolué. Et en gros, Merci. Rémi, c'est devenu un peu ma personne de référence pour les détails sur le côté de la biochimie. Et lorsque je ne comprends pas quelque chose, concrètement, je pense que c'est la première personne directement à qui je demande. Donc voilà, c'est vrai, un détail quand même assez précis au niveau, je sais pas, du TLR4. J'aimerais bien savoir comment ça s'articule avec le reste. Et puis, du coup, on part dans des petites discussions et puis c'est lui qui m'explique. Donc voilà, ni plus ni moins. Rémi, ma personne de référence pour ce côté-là. Et je sais, certains vont se dire, et vous faites comme vous voulez si c'est le cas, je vais être un petit peu informel, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Si vous arrêtez à ah, donc il étudie et puis il a 22 ans, puis vous arrêtez là, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit ce que je pensais de Rémi, et puis je vous propose d'écouter ce podcast tranquillement. Ce sera juste un audio, et puis on va aborder les graisses. Et on va donner un contexte, on va donner aussi des conseils pratiques pour que après, même si peut-être vous ne suivez pas sur tous les détails, peut-être plus poussés sur le plan biochimique, vous ayez un contexte, des choses à mettre en pratique, et puis, bien sûr, si vous souhaitez demander plus de détails, bon, Rémi, comme moi, on coach également, mais là, l'idée, c'est vraiment vous apporter un contexte de compréhension qui sort un petit peu des discours autoritaires qu'on entend avec il faut faire ça, point. Ok, pourquoi? Ah, c'est moi le coach, tu te tais. Non, le but, c'est pas ça. Là, le but de ce podcast va être de vous apporter vraiment des informations qui peuvent vous aider à réfléchir, à critiquer notre travail et à critiquer le travail des autres également pour vous dire est-ce que ces personnes vous permettent vraiment d'avoir une meilleure compréhension du sujet. Donc, c'est parti. Rémi, je sais qu'on a beaucoup de choses à dire et Mhm. l'introduction a déjà pris un petit moment. Donc c'est parti. Parlons des graisses. Comment tu vas aborder le sujet? Alors, on va, je pense, refaire déjà une base au niveau biochimique, vraiment de la structure des acides gras pour un peu comprendre tout ça. Ensuite, en fait, à partir de en comprenant la structure en fait de base des différents acides gras, on va pouvoir après détailler en fait les conséquences d'une structure qui est différente et en fait après l'appliquer dans les interactions qui peuvent se passer en fait dans notre organisme. Hmm. Je te Donc on va, propose un truc, parce que je sais que ça ouais, va être audio, mais je vais quand même me débrouiller pour mettre des images. Donc si jamais tu veux que je mette une image d'une graisse saturée ou d'une graisse polyinsaturée, ça apparaîtra sans problème sur ouais, le... j'aurai en plus les images que je pourrais t'envoyer, donc pas de Oh, souci. trop facile, Pas de problème. super. Donc, comme aussi juste Will l'a dit, le but, c'est pas de vous convaincre de mes idées, de nos idées. Le but, c'est juste de parler de sujets que l'on n'aborde pas forcément en fait dans le cadre des acides gras, parce qu'on pense que c'est un peu,
on sait un peu, les acides gras saturés, c'est pas trop bon, les acides gras polyinsaturés, c'est plutôt bon. On pense qu'un peu tout est déjà, en fait, on sait déjà tout, alors que pas vraiment. Mais voilà, le but, c'est pas d'être autoritaire, c'est juste amener des pistes de réflexion et se faire son propre avis. Alors, on va du coup parler des acides gras saturés et polyinsaturés. Donc, polyinsaturés, c'est principalement les huiles végétales, type huile de colza, huile de tournesol, huile de lin. Et en fait, pour comprendre en fait pourquoi on appelle ça des graisses saturées ou polyinsaturées, du coup, normalement, l'image apparaîtra sur l'écran. Vous avez en fait une chaîne carbonée et quand c'est une graisse qui est saturée, eh bien, il y a des hydrogènes qui sont partout. Donc, en fait, la chaîne, elle est saturée d'hydrogène. Et quand on est en polyinsaturé, eh bien, on n'est pas saturé d'hydrogène, on a des doubles liaisons. Et pour faire rapide, lorsque l'on a des doubles liaisons, eh bien, on va avoir différents mécanismes qui vont être possibles et on va avoir des faiblesses ou des points forts qui vont varier. Donc, ouais. Je te pose déjà une petite question, je fais exprès le profane. Quand tu dis une chaîne carbonée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de carbone? Comment C'est ça? ça. En fait, le carbone, c'est la molécule, en fait, c'est ce qui est c'est ce qu'on retrouve dans toutes les molécules organiques. Donc, une chaîne carbonée, à l'image, en fait, on a plein de C. Et les C, en fait, c'est les carbones et c'est cette chaîne, c'est la chaîne carbonée. Et comme un carbone effectue quatre liaisons, eh bien, il faut à chaque fois qu'il ait quatre liaisons qui lui soient attachées pour qu'il soit stable au final. D'accord, et c'est pour ça qu'on dit saturé ou pas saturé, en gros, c'est par rapport au carbone. Exactement. Si le carbone possède des hydrogènes partout, en fait, à ses liaisons, en haut et en bas souvent, comme normalement à côté il est lié à un autre carbone, et bien en fait il a ces quatre liaisons. Et si en haut et en bas il y a un hydrogène, et bien là il est saturé d'hydrogène. Alors que D'accord, si on super. voit en fait sur une mono ou un polyinsaturé, on a le C, on a un sorte de égal, donc une double liaison, mais en bas ou en haut on n'a pas d'hydrogène. Et donc là en fait on est insaturé. D'accord, il n'est pas totalement saturé en hydrogène et donc il y a un truc qui fait qu'il y a un changement sur le plan géométrique, quelque Ah part. voilà, ouais, exactement. En fait, c'est que la graisse saturée est plutôt linéaire, alors que les graisses polyinsaturées, dès qu'il y a une double liaison, dès qu'ils commencent à faire des coudes, et c'est là en fait qu'on arrive en fait, quel est le rôle des AGPI, en fait, des acides gras polyinsaturés dans notre organisme? C'est qu'en faisant des coudes, eh bien, on apporte une fluidité à la membrane cellulaire. Si on part du principe que la membrane cellulaire est constituée de phospholipides, mais ça c'est vrai, c'est un autre débat. Mais si on part vraiment sur ce principe-là, les coudes que les acides gras polyinsaturés sont capables de faire permettent en fait de donner une forme et une fluidité à cette membrane et du coup en fait de limiter la rigidification et donc laisser le passage de molécules rentrer, sortir, etc. D'accord, donc ça c'est, ouais, effectivement, on ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il existe d'autres modèles, mais donc ça c'est une des raisons évoquées pour l'utilité des graisses avec un certain degré de insaturation, donc avec plus de coude, quoi. Je t'en prie, poursuis Exactement. comme En ça, fait, je pense que ça sera clair. ouais, on part du principe que on doit consommer notamment des acides gras polyinsaturés parce que ces derniers, en fait, après, en devenant des phospholipides, vont constituer nos membranes cellulaires. Et si on ne consommerait pas d'acides gras polyinsaturés, on aurait des membranes qui seraient rigides. On ne pourrait pas faire passer, mettre des transporteurs, faire passer diverses molécules. Et on part du principe que ce serait mauvais pour nous si on n'apportait pas en fait ces acides gras polyinsaturés. Par exemple, si on consomme de l'acide arachidonique, qui a un oméga 6, eh bien, il va se mettre dans notre membrane cellulaire. Et si à un moment donné, on a un stress oxydatif, on a une inflammation, eh bien, cet acide arachidonique va sortir de la membrane cellulaire et va créer ce qu'on appelle des prostaglandines. Et les prostaglandines, c'est ce qui déclenche l'inflammation, la douleur, enfin plutôt la douleur. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, on conseille de consommer des oméga 6 car euh, lorsqu'ils vont être dans la membrane cellulaire, s'il y a un problème, eh ben, ils vont devenir des prostaglandines et ils vont pouvoir engendrer diverses en fait, réactions en chaîne au final. Ok, super. Ah, écoute, là, on est au stade, on est déjà en train de parler assez précisément de différentes graisses qui auraient des rôles assez particuliers. Et puis, qu'est-ce que on entend comme recommandation, par exemple, très pragmatique, je suis coach, qu'est-ce que je veux faire si je suis les recommandations pour avoir
assez d'oméga 3, assez d'oméga 6, on entend maintenant les oméga 9, quel est le lien entre tout ça? Qu'est-ce qu'on aurait comme recommandation à la base avant de partir peut-être sur, en tout cas, une alternative ou une perspective complémentaire? Ok, alors si on se base sur les recommandations de l'ANSES, donc ça c'est pour la France, au niveau des graisses en général, donc on a normalement l'apport en lipides totaux dans un régime alimentaire normal doit se baser entre 35 et 40% de l'apport énergétique total. Dans ces 35 à 40%, on doit avoir maximum 12% d'acides gras saturés. On doit avoir entre 15 et 20% d'acides gras monoinsaturés, donc ça c'est les oméga 9 type huile d'olive. Et ensuite pour les acides gras polyinsaturés, on doit apporter environ 4% sous forme d'oméga 6, donc l'acide linoléique, et 1% d'oméga 3, donc sous forme d'acide alpha-linolénique. Et ces deux derniers, en fait, ces deux acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 6, sont considérés comme essentiels, étant donné que l'on n'est pas capable de les synthétiser nous-mêmes par notre organisme, car on n'a pas les enzymes qui permettent de le faire. Et donc, on préconise en fait vraiment ce minimum de consommation, donc de 4% d'oméga 6 et 1% d'oméga 3. Dans les oméga 3, on conseille 250 mg d'EPA et 250 mg de DHA pour avoir le minimum requis pour être en bonne santé. Donc ça, c'est les recommandations actuelles qu'on apprend à l'école et qu'on recommande en fait en général, qu'on peut retrouver en fait sur le site de l'ANSES. Super. Bon, je pense que c'est clair. Et puis, si jamais, pour ces recommandations chiffrées, je pense qu'on mettra quelque chose en description pour que vous n'ayez pas à vous dire mince, on est en train d'écouter l'audio puis on ne pourra jamais vérifier ces détails. On mettra une ligne avec ces recommandations, pourcentage chiffré aussi en description. Je le note. Super. Alors maintenant, on va rentrer dans le point qui est vraiment important et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est le fait que les acides gras polyinsaturés, étant donné qu'ils ne sont pas saturés d'hydrogène, ils ont des doubles liaisons. Et ces doubles liaisons font qu'ils sont très fragiles, très instables à la chaleur et à l'oxydation. Et donc, ces acides gras polyinsaturés sont prompts à être oxydés et à subir le phénomène de peroxydation lipidique. Donc, pour faire très simple, le phénomène de peroxydation lipidique, c'est lorsque vous avez un acide gras polyinsaturé qui va rencontrer une molécule instable qu'on appelle un radical libre ou les radicaux libres en général, qui vont en fait venir piquer un hydrogène au niveau d'un acide gras polyinsaturé. Et en faisant cette action, il va rendre l'acide gras polyinsaturé instable. Et lorsqu'il est instable, eh bien, il engendre une réaction en chaîne avec tous les autres acides gras polyinsaturés qui sont proches de lui. Et donc, ça va engendrer la formation d'énormément de composés qui sont instables, dont le malondialdéhyde, ou MDA pour faire plus court. Et une fois, par exemple, ce composé a été créé, il peut aller directement attaquer les protéines, notre ADN, et engendrer énormément de dommages en fait, au niveau de nos cellules. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très bien reconnu, que tout le monde connaît, et qui est réellement quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça qu'il existe un système antioxydant pour empêcher ce phénomène pas de se produire parce que le phénomène de peroxydation lipidique aura toujours lieu, mais grâce à notre vitamine E va empêcher la réaction en chaîne de se produire. Et donc, une fois qu'un acide gras polyinsaturé aura été oxydé, la vitamine E va venir sur cet acide gras et va lui dire « Ok, là tu es dangereux, moi je vais te stabiliser et tu vas me faire beaucoup moins de mal. » Et c'est notre système antioxydant qui est notre protection contre l'instabilité de ces acides gras polyinsaturés. Et il faut savoir que les acides gras saturés et monoinsaturés ne peuvent pas subir ce phénomène de peroxydation lipidique. C'est unique aux acides gras polyinsaturés. Et c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas, ou vraiment dans une certaine mesure, vraiment très faible, car si on en apporte trop, qu'on a un système antioxydant qui n'est pas optimal, eh bien on va engendrer la formation de plus en plus de molécules instables et donc après engendrer plein de problèmes différents au niveau des cellules et même après au niveau tissulaire. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, je pense que tu as été très clair, mais je vais quand même reformuler pour que simplement nos auditeurs puissent avoir une autre manière de présenter le truc, ou au moins avec d'autres mots. Donc, si je résume, il y a une notion de stabilité qui est directement liée à ce degré d'insaturation des acides gras. Donc, vous avez vu
les configurations qui changeaient, hein, les graisses par exemple saturées qui ont ce côté très linéaire, très rigide entre guillemets, si ça vous permet d'imager un peu le truc. Et dès qu'on commence à avoir un peu plus de coude, on commence à avoir potentiellement plus de risques de passer par un phénomène qui s'appelle la peroxydation lipidique. Et cette instabilité, quelque part, va créer ce qu'on appelle des intermédiaires qui sont connus, je dirais, de manière quasiment… Enfin bon, c'est un truc quasiment unanime, quoi. Tout le monde est d'accord que quelque chose qui augmente le MDA en grande quantité, c'est un marqueur qu'il y a quelque chose qui part un petit peu en vrille, quoi. Donc là, concrètement, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas dissocier le nombre d'acides gras polyinsaturés, ce qui se passe comme risque d'augmentation, par exemple, du MDA, et puis aussi ce qui permet de limiter ce fameux stress oxydatif avec notre propre système d'antioxydants. Vous avez certainement entendu parler de ça, et on parle notamment de la vitamine E, et ça ne m'étonnerait pas que tu rebondisses sur un espèce de ratio qu'on devrait toujours garder en tête entre le nombre de ces graisses justement instables, polyinsaturées, et puis la quantité d'oméga, surtout pas, de vitamine E. Donc en gros, il y a un lien entre la stabilité de base, ce qui peut créer des intermédiaires qui sont connus, et là il n'y a pas vraiment de débat de ce côté-là comme étant problématique, et puis aussi notre propre système antioxydant. Et l'idée, ce serait de garder toute cette cohérence en tête lorsqu'on donne des recommandations, notamment celle de consommer ou non des graisses polyinsaturées, sans même parler des autres détails. Donc, on a parlé de la membrane, avec le côté, bon, bah, peut-être que ce serait bien pour fluidifier la membrane, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Et puis, on a aussi entendu que comme on n'était pas capable de les faire, il les fallait, comme si on n'était pas capable de produire des graisses de type insaturé, par exemple. Voilà, ça c'est un peu un résumé, et je sais qu'on va aller plus loin dans les détails, donc on espère que vous êtes toujours avec nous à ce stade. Exactement. Gardez en tête que notre corps est à 37 degrés normalement si on a une bonne fonction thyroïdienne et on a aussi une grande concentration d'oxygène. Et ces deux points font qu'on est plus prompt à essayer d'avoir une certaine stabilité dans nos molécules, et posséder des molécules qui sont instables à l'intérieur de nous, eh bien, peut engendrer des risques. Et voilà, gardez en tête, comme tu as dit, un peu le ratio risque-bénéfice. Si je souhaite consommer des acides gras polyinsaturés, ok, je sais qu'ils sont potentiellement dangereux, donc si j'en consomme, il faut que j'apporte en parallèle à côté quelque chose qui va pouvoir les contenir et éviter que ça mette le bazar partout. Donc on en parlera un peu plus tard du ratio vitamine E sur acide gras polyinsaturé, mais voilà, gardez ça en tête, c'est vraiment important, la stabilité, et voilà. Super, yes. Je t'ai coupé, je sais, continue seulement. Alors du coup, une fois qu'on a posé en fait ces bases un peu biochimiques, on va parler en fait des maladies cardiovasculaires, parce que c'est un peu le domaine dans lequel en fait les acides gras polyinsaturés, enfin les graisses en général, sont reliés. L'hypothèse en fait qui est très dominante, c'est que le cholestérol est lié en fait aux maladies cardiovasculaires et notamment à la formation des plaques d'athérosclérose. Donc les plaques d'athérosclérose, on pourra aussi mettre une image sur la vidéo. Mais pour faire simple, c'est une plaque, c'est une couche en fait, comme si on le vulgarise, oui, c'est une couche de graisse en fait qui vient se former à l'intérieur de notre vaisseau, et qui à terme peut boucher ce vaisseau, limiter la circulation sanguine et puis après même se rompre, et puis aller faire un AVC, un infarctus, parce que le petit bout qui aura été rompu ira boucher un capillaire qui est plus petit. Et donc l'hypothèse, c'est comme on a retrouvé du cholestérol dans ces plaques, et que l'on sait que les acides gras saturés augmentent le cholestérol, on s'est dit, oula, limiter le cholestérol, limiter les graisses saturées, parce qu'ils font augmenter le cholestérol. Et on a vu que le cholestérol, en fait, était un constituant des plaques d'athérosclérose. Et à l'inverse, toujours dans cette même hypothèse, on conseille les oméga 3 et les oméga 6 parce que ces derniers sont hypocholestérolémiants, donc ils diminuent le cholestérol dans le sang, et ils sont aussi hypotriglycéridémiants, c'est qu'ils diminuent les triglycérides dans le sang. Et donc l'hypothèse, c'est ça, c'est on limite les acides gras saturés et le cholestérol
parce que apparemment ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires, dont les plaques d'athérosclérose. Et on va consommer des acides gras polyinsaturés type oméga 3 et oméga 6 parce qu'on s'est rendu compte qu'ils diminuaient le cholestérol dans le sang. Et comme on part du principe que le cholestérol est le mauvais dans l'histoire, eh bien, consommer ce type de graisse fera diminuer le méchant et donc nous protégera contre ces maladies. Super. J'ai l'impression que. Alors bon, je suis biaisé. J'ai l'impression que c'était très clair. C'est pas la première fois que j'entends ça non plus, mais rappelez-vous que voilà, généralement il y a cette espèce de guerre contre le cholestérol. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place généralement pour diminuer le cholestérol. Il y a de gros messages que vous allez voir dans certains supermarchés. Ça diminue le cholestérol, etc. Et puis généralement, quasiment tout le monde, on a l'impression, cherche à diminuer le cholestérol parce que voilà, le cholestérol est le danger et c'est le truc à éviter. Donc là, l'alternative à retenir, c'est que peut-être que le seul but de diminuer le cholestérol ne représente pas toute l'histoire et que c'est pas parce qu'on en retrouve à un endroit que c'est forcément directement lui le problème, et c'est pas parce que certaines choses, comme par exemple les graisses saturées, peuvent augmenter le cholestérol qu'on est allé au bout de l'histoire. Et je pense que tu as prévu de nous parler de la suite. Ça marche. Juste pour faire juste une petite aparté, c'est comme un peu avec si on change vraiment de sujet, c'est comme avec le diabète. C'est pas parce que l'on voit que on n'arrive pas à tolérer le sucre qu'il faut l'enlever. Parce bien qu'on qu'on arrête de consommer des sucres et que l'on voit qu'on a une meilleure sensibilité à l'insuline, on règle pas le problème. On l'enlève juste, on le met de côté. Mais pour autant, en fait, on n'a pas forcément compris le mécanisme. Donc, c'est pas juste en voyant du cholestérol dans une plaque que forcément c'est le cholestérol qui est dans l'histoire. Et en fait, au tout début, quand on a essayé de comprendre un peu ce mécanisme, on a fait des études sur les lapins et ça a fonctionné comment? Au début, on a pris des lapins et on leur a donné du cholestérol à manger. Donc, par exemple, un jaune d'œuf. C'était pas du jaune d'œuf, mais voilà, pour imager, on leur a donné du cholestérol à manger. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait formation de plaques. Ensuite, on a pris du cholestérol, mais là, on l'a injecté directement dans la circulation sanguine, sans passer par voie orale. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas formation de plaques. Et donc, les scientifiques, ils se sont dit, c'est bizarre, je mange du cholestérol, j'ai potentiellement formation de plaques, mais si je le mets directement dans ma circulation sanguine, j'en ai pas. La différence, elle est où entre les deux? C'est qu'étant donné que votre cholestérol est une molécule qu'on dit hydrophobe, c'est-à-dire que c'est une molécule qui n'aime pas être dans l'eau. L'exemple tout bête que tout le monde connaît, si vous mettez de l'huile dans de l'eau, eh bien vous avez une séparation entre les deux, parce que l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Et donc le cholestérol, étant donné qu'il n'aime pas l'eau et que notre circulation sanguine est composée d'énormément d'eau, c'est un milieu aqueux, eh bien il lui faut un transporteur pour pouvoir se balader dans le sang. C'est comme si je souhaitais aller, je sais pas, au centre-ville d'une ville, mais je n'ai pas envie de marcher, donc je prends le bus. Et donc, en fait, le transporteur du cholestérol, c'est un bus qui transporte le cholestérol dans le sang, qui va le déposer à différents arrêts dans le corps. Et en fait, du coup, les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion. Et ils ont fait quoi? En fait, ils ont isolé le transporteur du cholestérol qu'on appelle des lipoprotéines. Donc, c'est comme s'ils avaient isolé le bus et ils ont mis le bus, en fait, le transporteur directement dans la circulation sanguine. Et là, ils se sont rendus compte de quoi? Qu'il y avait formation de plaques. Donc, la conclusion que l'on peut faire, c'est que lorsque l'on injecte directement le transporteur du cholestérol à l'intérieur de la circulation sanguine, eh bien, il y a formation de plaques. Mais cela, en fait, n'est pas dû au cholestérol en lui-même. Le point de départ, en fait, c'est il y a quelque chose qui se passe avec le transporteur du cholestérol. Et c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait se concentrer plutôt que sur le cholestérol en lui-même. Donc, je ne sais pas encore une fois si j'ai été clair. Oh, je pense que ça l'était. En gros, si, si on se concentre sur quelque chose, on aime bien pointer du doigt un peu un bouc émissaire. Comme ça, on se dit, on trouve un méchant, puis comme ça, on peut tous être d'accord sur le fait qu'il faut faire ça et se concentrer sur rien d'autre. C'est assez facile à mettre en place. Du coup, on se focalise sur le cholestérol, puis on oublie que le cholestérol, il représente beaucoup d'autres choses pour le corps, qui peut être utilisé pour plein de choses. Je pense que tu vas y venir à un moment. Et puis, il doit être aussi transporté simplement par rapport à ses propres propriétés chimiques et comment il peut se comporter en interaction avec le reste du corps en fonction du milieu. Et du coup, voilà, il faut s'assurer que
comme dans le trafic d'une ville, tout circule bien et puis les gens s'arrêtent au feu rouge et puis ce genre de détails, qu'il n'y ait pas d'accident un petit peu au bol partout et que les choses sont mal gérées. Il vaut mieux gérer la circulation que pointer du doigt, je ne sais pas, une voiture qui est en dehors des normes. C'était peut-être un exemple un petit peu nul, mais c'est pour dire pas se focaliser sur un seul point et regarder comment les choses s'articulent entre elles et est-ce qu'elles sont amenées à faire ce pourquoi elles sont utiles ou est-ce qu'elles partent finalement vers quelque chose de moins utile pour le corps à un moment donné. Et je pense que tu vas le détailler par rapport au LDL notamment. Exactement. Eh bien, on va arriver à ça. On va aller un peu plus loin dans tout ce qui est les transporteurs. Donc là, on parlait de lipoprotéines. Et on a, dans la pensée globale, on a l'idée du bon et du mauvais cholestérol. Donc le LDL, en fait, qui est une lipoprotéine, serait le mauvais cholestérol et le HDL serait le bon cholestérol. Donc en fait, le LDL et le HDL ne sont pas du cholestérol, ce sont juste des transporteurs du cholestérol. C'est comme si le LDL était un bus rouge et le HDL était un bus vert. C'est juste des transporteurs. Mais le cholestérol en lui-même, la molécule de cholestérol, est la même. Et étant donné que la lipoprotéine, elle, peut diffuser dans le sang, en fait, si vous voulez, en fait, c'est un, comment on pourrait dire ça en fait, c'est une cellule, enfin, c'est pas une cellule parce qu'il n'y a pas de noyau, mais c'est un transporteur. Et ce transporteur, en fait, pour garder le cholestérol, il a aussi une membrane, comme toutes nos autres cellules. Et comme toutes nos autres cellules, cette membrane, elle est constituée aussi de phospholipides. Et dans ces phospholipides, il y a des acides gras polyinsaturés. Et en fait, quand on regarde réellement comment se passe, quel est le point de départ de la formation d'une plaque d'athérome, eh bien, ce n'est pas le cholestérol, mais ça va être l'oxydation. Donc, l'oxydation des acides gras polyinsaturés qui se trouvent dans la membrane du LDL. Donc, je vais essayer de résumer. Vous avez votre LDL, donc vous voyez ça comme un cercle. Autour, il y a une membrane remplie d'acides gras polyinsaturés. Et si on se rappelle bien, les seuls acides gras qui peuvent subir le phénomène d'oxydation et de peroxydation lipidique, ce sont les acides gras polyinsaturés. Et à partir du moment où ces acides gras polyinsaturés qui se trouvent dans la membrane de ces transporteurs se fait oxyder, eh bien c'est à partir de ce moment-là que l'on a le début de la formation d'une plaque. Donc la conclusion que l'on peut faire, que l'on pourrait faire, c'est qu'au final, ce n'est pas parce que le problème n'est pas le fait d'augmenter le LDL dans le sang qui est un problème, mais c'est le fait d'oxyder ces LDL qui est un problème. Et donc, ce n'est pas les graisses saturées en soi qui est du coup le problème, mais c'est les acides gras polyinsaturés, car étant donné qu'ils sont instables et qui peuvent facilement être oxydés, eh bien, c'est eux qui posent au final qui est le point de départ de la formation de la plaque. Donc, je ne sais pas encore si peut-être tu peux résumer mieux. Oui, Je sais pas si je pense que ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que on a inversé la cible du problème. Si on se dit que, ben voilà, de toute façon, dans une ville, il y a de la circulation. Bon, ben, il y a des voitures qui circulent, de toute façon, il y a des gens qui vont d'un point A à un point B et qui se déplacent. Ben, l'idéal, c'est d'avoir des voitures qui fonctionnent bien et qui partent pas en vrille. Et donc, pour ça, on met en place un truc tout simple. On doit aller faire, en Suisse, en tout cas, on appelle ça comme ça, la visite. On doit régulièrement faire en sorte que la voiture ait, un contrôle en gros, puis que Mhm. tout fonctionne bien. Et ça fait partie quelque part d'une stratégie qui est mise en place pour que voilà, il n'y ait pas de euh, j'allais dire, bon, le raccourci c'était pour dire qu'il n'y ait pas quelque chose de complètement pourri en pleine circulation et qui peut potentiellement poser problème à un moment et faire un accident. Voilà, j'arrête avec l'analogie. L'idée c'est en gros, plutôt que de dire on doit supprimer toutes les voitures qui à un moment ont un problème, eh ben, on leur fait passer une visite entre guillemets et on s'assure qu'elles fonctionnent bien. Et pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien, bah, on dit bon, vous n'avez pas mis le bon type d'essence, vous n'avez pas mis le bon type de truc, etc. Et probablement qu'en fait, à la base, le fait de consommer les bonnes choses étant quelque chose qui ne va pas empiéter sur le reste du système, sachant que notre système est à 37 degrés, en tout cas a Mhm. priori si votre fonction thyroïdienne est normale, et que vous avez une grande présence d'oxygène, jusque-là on n'est pas trop dans quelque chose de très conflictuel, vous êtes à 37, voilà, un homéotherme, et puis vous avez beaucoup d'oxygène présent, ok, là on n'invente rien, et là-dedans, pour que ce soit stable, il faut que via la structure,
de ces graisses, ça puisse être stable. Et pour faire une application très pratique quand même, avant de continuer dans la théorie, si vous mettez dans un milieu à 37 degrés avec beaucoup d'oxygène, donc par exemple de l'huile de coco en extérieur, et puis vous l'oubliez 10 minutes sur la table, bon, bah, vous allez avoir une huile de coco liquide, ça c'est absolument sûr, mais a priori elle sera stable. Vous faites ça avec de l'huile de lin, revenez et puis peut-être n'oubliez pas de vous boucher le nez avant de revenir, parce que c'est impressionnant le changement qu'il va y avoir en laissant des huiles justement moins stables. Bon, au soleil, là, c'est carrément le truc exagéré, mais c'est pour ça qu'elles sont dans des récipients vraiment très hermétiques. On dit qu'il faut les conserver au froid ou dans un milieu en tout cas largement tempéré. Et d'ailleurs, on vous dit, bon, conservez votre huile de lin au frigo, par exemple. Ce qu'on oublie, c'est qu'après, ben, c'est bien si elles ont été au frigo, mais elles se retrouvent où au final? Ben, dans notre corps, et dans notre corps à 37 degrés, avec beaucoup d'oxygène. Donc, si au final, le problème, ce n'est pas le LDL, parce qu'il y a de toute façon ce transporteur, donc il y a de toute façon des voitures en circulation, mais que c'est le LDL qui est oxydé, ben, en gros, le problème, c'est une voiture qui a mal été nourrie, entre guillemets, et qui n'était pas adaptée à son environnement. Et donc là, vous avez un LDL qui peut s'oxyder s'il n'a pas reçu les bonnes graisses, concrètement. Et s'il s'oxyde, eh ben, là, on a quelque chose qui est clairement établi. Et là, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très controversé non plus. Le LDL oxydé, on sait qu'il pose problème. Donc, on a probablement pointé du doigt la mauvaise chose. Exactement. Si on prend vraiment un extrême, on pourrait avoir 10 grammes de cholestérol dans le sang, même si là, à ce moment-là, ce serait problématique. Mais pour vraiment l'analogie, on pourrait avoir 10 grammes de cholestérol dans le sang. Mais à partir du moment où ces LDL sont utilisés, ne sont pas oxydés, il n'y a pas de problème au final. C'est vraiment l'oxydation qui est le point de départ. Parce qu'après, là, on n'en parlera pas parce qu'il faudrait des images, etc. Mais après, ça déclenche une réaction en chaîne avec l'entrée de cellules immunitaires, etc., etc., qui forment une plaque d'athérosclérose. Mais voilà, au début, c'est le caractère instable de ces acides gras polyinsaturés qui forment la membrane des transporteurs du cholestérol, qui s'oxydent et qui forment le début de cette plaque. Mais en rien, les graisses saturées et le cholestérol ont réellement un rôle à avoir avec ça, au final. Et, euh, et en fait, si maintenant on essaye de se dire, OK, on sait que les acides gras polyinsaturés ben, sont le point de départ de la formation de la plaque, tout de même, néanmoins, on sait qu'ils diminuent le cholestérol. Donc, si j'ai moins de LDL dans le sang, même si ces derniers peuvent être oxydés, si j'en ai moins, eh bien, j'ai pas le terme en tête, mais la chance que ces LDL soient oxydés est réduite, étant donné que j'en ai moins dans le sang. Et donc ça peut être une bonne stratégie. Toutefois, en fait, quand on regarde le mécanisme par lequel en fait, les acides gras polyinsaturés diminuent le cholestérol dans le sang, eh bien, je ne pense pas, en tout cas c'est mon point de vue, que ce soit la meilleure des manières. Et donc, pour vous expliquer ça, imaginons, vous consommez des acides gras polyinsaturés. Des acides gras polyinsaturés. Ils vont se retrouver à un moment donné dans votre foie. Dans votre foie, ils vont rencontrer des molécules de cholestérol libres. Et le foie, pour dire des chiffres totalement au hasard, a besoin de posséder à l'intérieur de lui-même 100 molécules de cholestérol libres. Ces acides gras polyinsaturés, quand ils vont rentrer dans le foie, ils vont se lier à ce cholestérol qui est libre et ce cholestérol libre, va devenir cholestérol estérifié. C'est-à-dire que le cholestérol se lie à une molécule d'acide gras polyinsaturé. Et bien que le cholestérol soit toujours là, comme ce cholestérol est passé de cholestérol libre à cholestérol estérifié, pour le foie, lui, ça change tout. Pour lui, il a perdu des molécules de cholestérol et lui, il ne veut pas ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre au niveau de la surface de ses membranes des récepteurs au LDL qui vont faire que la prochaine fois que ces LDL vont passer devant le foie, ils s'y accrochent et libèrent du cholestérol pour qu'il retrouve lui un état d'équilibre, un état stable. Le problème avec ça, c'est que si maintenant on réfléchit, le cholestérol qui était à la base toujours là dans le foie, quand il est devenu estérifié, eh bien, il est resté dans le foie. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que l'on a juste ramené encore plus de cholestérol dans le foie. Donc, pour faire un gros raccourci, en fait, on a engraissé notre foie parce qu'on a ramené encore plus de cholestérol et en plus de ça, on a ramené des acides gras qui sont polyinsaturés qui pourront par la suite être oxydés
et créer du MDA et faire en fait plein de dommages. Donc, pour avoir une idée globale, les acides gras polyinsaturés réduisent effectivement le cholestérol que l'on a dans le sang, mais ils ne réduisent pas le cholestérol que l'on a dans notre corps en général. Il fait juste le déplacer à un autre endroit et notamment au niveau du foie. Donc maintenant, c'est chacun à sa propre opinion, mais est-ce que c'est une bonne chose d'enlever le cholestérol du sang pour le mettre dans le foie? Ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. En gros, juste pour dire les trucs de manière très 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 vulgaire, on a pris la poussière et on l'a mise sous le tapis, mais elle reste chez vous, Exactement. quoi. On l'a pas du tout déplacée. Exactement. Et on pourra peut-être en parler un peu, mais le problème, c'est que on part du principe que si ça arrive dans le foie, ensuite, ça va être excrété par la bile et ça va finir notamment dans nos selles. Le problème, c'est que on le sait, et ça c'est encore bien connu, on n'invente rien, que les acides gras polyinsaturés ont un effet antithyroïdien, antimétabolique. Ils empêchent notamment l'action des hormones thyroïdiennes au niveau de l'ADN et donc empêchent un bon métabolisme. À partir du moment où on impacte notre fonction thyroïdienne, donc on diminue notre métabolisme, notre système digestif ralentit. C'est un des symptômes qui est bien connu des personnes qui sont en hypothyroïdie. Ils sont souvent constipés. Et donc, normalement, le processus qui permet l'excrétion de la bile et de plusieurs toxines, eh bien, normalement, la bile, elle atterrit dans le foie, dans l'intestin par le duodénum, et normalement, ça doit finir dans les selles. Mais à partir du moment où vous avez un système digestif qui est ralenti, eh bien, la plupart de la bile va être réabsorbée, et au final, on va avoir un cercle vicieux où l'on va souhaiter euh, excréter des toxines, mais étant donné que notre système digestif est ralenti, eh bien chaque fois on va les réabsorber parce qu'on a une voie qui s'appelle la voie entérohépatique qui permet de réabsorber plein de choses. Et donc si on a un système digestif qui est ralenti, eh bien on réabsorbe à chaque fois nos acides gras polyinsaturés avec notre cholestérol et on peut aussi parler des endotoxines, des oestrogènes. Et donc en fait on a un cercle vicieux comme ça qui se met en place. Alors qu'à l'inverse, euh, à l'époque, avant que l'on commence à traiter les personnes avec une hypercholestérolémie, notamment avec les statines, eh bien, on s'était rendu compte, et notamment le docteur de Broda Barnes, qui était un expert en fait au niveau de la fonction thyroïdienne, eh bien, quand on a une bonne fonction thyroïdienne, on augmente nos récepteurs au LDL partout dans notre corps. Alors que si vous vous souvenez, juste avant, j'avais dit que les acides gras polyinsaturés, ils augmentent notamment les récepteurs au LDL au niveau du foie. Mais lorsque l'on a une bonne fonction thyroïdienne, on augmente ces récepteurs au LDL partout. Ce qui veut dire que nos LDL, lorsqu'ils vont se balader dans notre sang, ils vont rencontrer leurs récepteurs un peu partout. Ils vont pouvoir s'y accrocher et déverser le cholestérol qu'ils possèdent. Et de cette manière, on diminue le cholestérol dans le sang, mais on le diminue aussi dans notre corps en général, car étant donné qu'on augmente notre fonction métabolique, on a besoin de plus de cholestérol parce que le cholestérol est essentiel à la vie, car il sert notamment à la synthèse pour la vitamine D, mais aussi pour tout ce qui est hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles. Et donc, lorsqu'on augmente notre fonction métabolique, on a besoin de beaucoup plus de cholestérol pour produire beaucoup plus de toutes ces hormones. Et donc, on diminue à la fois le cholestérol dans le sang, mais aussi dans le corps pour l'utiliser. Au lieu de simplement vouloir le stocker dans notre foie, et puis via les propriétés antimétaboliques des acides gras polyinsaturés, eh bien on va constamment les réabsorber et on a un cercle vicieux qui se met en place. Donc voilà, encore une Ouais, fois, ouais, je ne sais non, pas si tu non, souhaites. non, c'est super. Je pense que c'est clair, mais peut-être ça le sera seulement après une ou deux écoutes pour les personnes qui entendent ça pour la première fois. Je vais vraiment caricaturer dans un premier temps, puis ensuite, je pense que on pourra continuer d'ajouter des détails. C'est super qu'on puisse aller aussi loin. L'idée, c'est que si vous partez du principe le cholestérol c'est mauvais, il faut le baisser à tout prix, eh ben, vous pouvez utiliser la méthode bon, bah, là il y a trop de poussière, je fous tout sous le tapis, puis je m'occuperai plus tard de ce qui s'est accumulé. Bon, c'est un exemple un peu bidon, mais pour vous dire, ok, on a priori réglé le problème, on s'en occupera plus tard, jusqu'à ce qu'éventuellement bah, il y ait trop de poussière sous le tapis et puis ça fasse les effets que ça doit faire. Donc, et il y a l'autre méthode qui se dit, bon, il y a de la poussière qui s'accumule ici, mais par contre, là, l'idée, c'est de... Bon, la poussière, c'est un mauvais exemple, je vais changer complètement d'analogie. Admettons, là, on ne parle pas de poussière, mais on parle d'argent. Si vous êtes dans une situation où pour vous, c'est très difficile, c'est stressant d'avoir de l'argent, par exemple, je ne sais pas,
on vous a jamais donné d'argent, vous sortez des études universitaires et puis vous n'avez jamais fait de marketing ou quoi que ce soit, et puis on vous donne 2000 balles, et puis raté, vous recevez un message de publicité, et puis vous allez acheter des nouvelles paires de chaussures, etc. et tout, puis vos 2000 francs partent, voilà, ils partent sur un claquement de doigts. Le problème, c'est pas les 2000 francs, c'est votre utilisation. Les 2000 francs, ils sont utiles, ils sont super utiles pour plein de trucs. Ils peuvent payer votre loyer, ils peuvent vous acheter de la nourriture, ils peuvent payer les assurances, ils peuvent payer, bref, ils peuvent vraiment être directement utiles. C'est précieux, mais ça dépend ce que vous en faites. Le cholestérol est précieux, ça dépend ce que vous en faites. Il peut faire plein de choses extrêmement utiles, que ce soit, comme tu l'as dit, pour la synthèse de différentes hormones, ou pour simplement, bon, on va rester sur la synthèse des hormones pour faire simple. Si on le convertit en quelque chose d'utile, dit autrement, si on utilise bien l'argent, on en fait quelque chose d'important. Si on ne l'utilise pas bien, ce qu'il faut régler, c'est notre capacité à gérer cet argent, pas l'argent en soi. La meilleure manière de mieux gérer l'argent, c'est pas de dire, bon, je te filais 2000 balles, mais comme tu ne sais pas le gérer, j'arrête de te les donner. Ben, on n'a pas réglé le problème. On gère toujours mal l'argent, mais là, la personne n'en a plus et donc on ne se pose plus de questions. Si on se dit, on améliore la fonction thyroïdienne, par exemple, et du coup, on se débrouille pour que le cholestérol soit mieux utilisé là où il doit être utilisé ou quand il doit être utilisé, et ben en fait, on change totalement l'approche. On ne cherche plus à le diminuer, on se dit en fait, non, l'argent c'est cool, entre guillemets, le cholestérol c'est cool, c'est juste qu'il faut savoir quoi en faire. Et pour savoir quoi en faire, il faut pouvoir l'utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser, il y a certains prérequis, notamment une fonction thyroïdienne normale. Et là, ça change beaucoup l'approche. Parce que pour une bonne fonction thyroïdienne, vous cherchez en fait à éviter les fameuses graisses polyinsaturées. Donc en fait, on a quelque chose qui est une stratégie à court terme qui semble quand même intéressante. Et ensuite, on a l'opposé, on se dit, mince, cette même stratégie qui semble intéressante, en fait, sur le long terme, elle va probablement à l'opposé de ce qu'on cherche à faire, parce qu'on cherche à bien utiliser cet argent. Et pour bien utiliser cet argent, il ne faut pas empiéter sur la fonction thyroïdienne, et c'est malheureusement précisément ce qu'on fait en donnant des graisses polyinsaturées un petit peu partout. Si mon résumé te convient, c'était Exactement. l'idée. Il faut juste se dire que la thyroïde est le chef d'orchestre de notre corps au final. Donc le chef d'orchestre dit à tous ses musiciens comment jouer pour réguler sur un rythme. Au final, c'est celui qui guide. Mais à partir du moment où on enlève le chef d'orchestre, donc on impacte la thyroïde, les musiciens ne savent plus trop quoi faire. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont ralentir pour essayer de se synchroniser un peu par eux-mêmes. Ils vont faire plein de bêtises un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'au final, cette thyroïde est vraiment très importante et que, comme on l'a dit un peu avant, les acides gras polyinsaturés impactent le fonctionnement de la thyroïde. Donc, si on impacte le travail du chef d'orchestre, tout le reste va être impacté aussi et ça va faire un peu le bazar dans tous les sens. Super. Si je résume déjà tout ce qu'on a abordé, parce qu'il y a pas mal de points qu'on a mentionnés, on a parlé des recommandations à la base qu'on trouve au niveau de certaines graisses polyinsaturées, celles qui sont souvent mentionnées comme étant essentielles, les oméga 3 et les oméga 6. On a parlé des recommandations officielles en termes de pourcentage et puis du rôle qui est souvent évoqué par rapport à cette membrane. On a parlé des maladies cardiovasculaires avec le côté cholestérol, LDL, bon, mauvais cholestérol entre guillemets, et puis on a parlé aussi du problème du cholestérol, enfin du LDL, donc du transporteur qui lui peut s'oxyder en fonction de ce qu'on donne à notre corps, et en proposant justement une alternative sur cette problématique du cholestérol, spécialement quand on parle du LDL. On a parlé aussi peut-être du fait que les oméga 3 et les oméga 6 étaient essentiels parce qu'on n'était pas capable de les synthétiser. Et je pense que, un peu selon comment tu décides d'en parler, ce sera intéressant de parler en tout cas de deux trucs. Le rôle, en gros, des différentes graisses dans la nature, sachant qu'on a déjà un peu évoqué ça en disant, voilà, l'huile de coco, par exemple. Même si on ne peut pas manger que ça, bien sûr, on pourrait prendre le beurre clarifié comme autre exemple, par exemple. Et là, ce serait quelque chose qui serait plus stable dans un milieu comme celui du corps humain, alors que l'huile de lin le serait beaucoup moins. Donc on voit déjà qu'il y a une espèce d'introduction comme ça au rôle des différentes graisses dans la nature qui n'ont pas les mêmes propriétés, sachant qu'il n'y a pas la même stabilité. Et puis en fonction de là où ces graisses se trouvent, il y a des intermédiaires qu'on va retrouver. Donc on a parlé aussi du MDA, du malondialdehyde. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas en français, je suis désolé. Voilà, vous m'en voudrez parce que j'ai donné un mot en anglais, puis du coup je fais que du franglais. C'est bon, tout le podcast est foutu. Non, bref, j'ai essayé de résumer un petit peu tout ça. Je pense qu'on peut parler peut-être
de l'aspect nécessaire ou essentiel Hein. des oméga 3 et des oméga 6, c'est peut-être la chronologie et aussi la nature des graisses. Enfin, comment est-ce qu'on les trouve dans la nature, ce serait super. Mais présente ça comme tu veux. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu du contexte historique. Et en parlant du contexte historique, on va arriver en fait à l'étude qui a les premières personnes qui ont inventé le terme d'acide gras essentiel. Et puis après, on va se baser sur cette étude pour mieux comprendre. Donc, pour faire le contexte historique, on va se baser, on va dire, sur 4 étapes. La première étape, elle s'est passée début du XXe siècle, donc 1910-1920, où on avait l'industrie de la peinture qui utilisait des huiles type huile de soja, de cartame, de lin, parce qu'elles, en fait, ces huiles étaient dites cicatives, c'est-à-dire qu'elles réagissaient avec l'oxygène environnant, et en réagissant avec l'oxygène, donc en étant oxydées, elles se polymérisaient et elles durcissaient. Donc, par exemple, c'est la plupart des grands artistes qui peignaient à l'époque utilisaient des peintures à l'huile. Et donc, on utilisait à la base vraiment les huiles, par exemple l'huile de lin, on l'utilisait réellement dans la peinture à l'huile pour qu'elle durcisse et puis qu'on fasse des tableaux. Et puis, en fait, à cette époque, il y a la technologie qui a avancé, il y a la pétrochimie qui est arrivée, et donc cette industrie de l'huile de la peinture allait perdre tout son marché. Donc ça, c'était au début des années, au début du XXe siècle. Donc là, on va un peu plus loin, 1930, donc toujours quand même début XXe siècle, et là, on a l'étude des frères Burr, donc BU2R, qui donne naissance au terme d'acide gras essentiel, et notamment en fait, les oméga 6. Parce qu'en fait, ils ont fait des études sur des rats qui étaient en croissance et ils leur ont donné une diète qui était dépourvue totalement, ou presque en tout cas, d'acide gras. Donc c'était du saccharose et de la caséine purifiée. Et ils se sont rendus compte que via ce régime alimentaire, ils développaient différents problèmes de peau, de reproduction, ils perdaient beaucoup d'eau, enfin énormément de problèmes de santé. Et ils se sont rendus compte qu'en donnant des huiles qui contenaient des oméga 6, eh bien, ils traitaient, ils avaient en fait un effet curatif total de tous les symptômes que ces rats en fait présentaient. Et donc, c'est de là qu'on s'est dit que les acides gras, dont les oméga 6 à cette époque, sont essentiels. Toutefois, il y a plein de biais à cette étude, c'est que on leur a donné déjà une diète qui est impossible à suivre pour n'importe qui. On ne peut pas juste se nourrir de saccharose et de caséine purifiée. Il faut savoir qu'une diète qui contient énormément de sucre augmente le métabolisme. Et comme on l'a dit juste avant, à partir du moment où on augmente notre métabolisme, on augmente nos besoins partout. C'est-à-dire on augmente nos besoins en vitamines, en minéraux, en graisses, en protéines. Tout est revu à la hausse. Et donc ça, on ne l'a pas pris en compte. En plus de ça, c'était des rats qui étaient en croissance. Et lorsque l'on est en pleine croissance, nos besoins sont encore plus accrus. C'est-à-dire que via cette augmentation du métabolisme et ce contexte de croissance, eh bien, on a potentiellement des symptômes qui peuvent apparaître beaucoup plus rapidement et qui peuvent même ne apparaître alors que si l'on n'était plus en pleine croissance, eh bien, il n'apparaîtrait pas. Donc là, je me suis un peu embrouillé, mais j'espère que vous avez compris. Non, Et pour résumer, c'est juste que des fois, il y a besoin de plus de choses quand tout s'accélère un petit peu. Et donc, exactement. s'il y a besoin de plus de choses, on a peut-être besoin de faire plus attention. Par exemple, si vous accélérez plus souvent avec votre voiture, vous devez plus souvent regarder les plaquettes de frein, vous allez plus souvent vérifier vos pneus, vous allez plus souvent vérifier le niveau d'huile. Si vous roulez en mode papy, un petit peu comme moi, tout tranquillement, et que du coup, a priori, vous minimisez pas mal tous ces frais-là, eh ben, vous avez diminué, entre guillemets, vos besoins en vitamines, en nombre de fois que vous devez vérifier que tout fonctionne bien parce que vous n'avez pas une conduite de bourrin. Donc, en caricaturant un peu, vous êtes en pleine croissance et il y a beaucoup de saccharose, donc de sucre au sens littéral, à disposition. Ben, il se peut que vous soyez plus vite dans la nécessité d'aller faire un contrôle. Dit autrement, vous allez utiliser plus de vitamines et toutes ces choses qui sont liées à la chaîne respiratoire, en gros. Super. Donc maintenant, si on continue sur ça, ils ont effectivement traité les animaux avec des graisses polyinsaturées, donc les oméga 6, mais en fait, c'est les doses qui sont plutôt intéressantes à connaître. Ils ont réussi à traiter, à avoir un effet curatif total en leur donnant 0,33% de leur total calorique sous forme d'oméga 6, quand c'était apporté par du saindoux. Maintenant, ils leur ont même donné du foie, et lorsqu'ils leur donnaient du foie, avec seulement 0,12%
d'oméga 6 dans la totalité de ce qu'il consommait, eh bien, l'effet curatif était total également. Alors pourquoi le foie, on a besoin de moins d'acides gras polyinsaturés quand on mange du foie? C'est parce que dans le foie, il y a de la vitamine B6 et la vitamine B6 aide à la conversion en fait vers l'acide arachidonique. Et même plus tard, on s'est rendu compte que lorsque des personnes ont refait cette étude, je crois que c'est dans les années 40 ou 50, ils se sont rendus compte que simplement en apportant de la vitamine B6, on avait également un effet curatif. Donc en fait, on se rend compte que l'étude de base qui montre qu'apparemment on aurait des acides gras essentiels, et bien simplement en apportant de la B6 ou en apportant 0,12% de nos calories sous forme d'oméga 6, eh bien on avait un effet curatif total et les rats étaient en bonne santé. Donc on se rend compte que est-ce qu'il y a réellement un aspect essentiel à ces acides gras? C'est une chose, mais que si réellement ils sont essentiels, eh bien, simplement en consommant un peu de foie ou en consommant un à deux jaunes d'œufs par jour, eh bien, on a nos besoins en fait en oméga 6 pour nous garantir une bonne santé. Et là, on parle des oméga 6, mais si on va tout de suite vers les oméga 3, si vraiment on n'apporte que 0,33% d'oméga 6 sous forme d'acide arachidonique, on n'a besoin que de 0,03% de DHA pour avoir nos besoins sans en fait qu'on constate une diminution en fait de DHA dans notre cerveau ou dans notre rétine où les concentrations de DHA sont les plus importantes. Et donc en fait la conclusion de dire tout ça, c'est que s'ils sont essentiels, bah, déjà c'est une chose à prouver. Et même s'ils le sont, eh bien seulement avec des quantités si minimes qui seront apportées par du jaune d'œuf ou par du foie par exemple, eh bien suffira à couvrir nos besoins et à être en bonne santé au final. Génial. J'ai deux remarques qui Ouais, vont exactement dans la continuité de ce que tu viens de présenter. La première, la vitamine B6 a été découverte après l'étude exactement. des beurs en 1929. Et donc ça, c'est une chose que vous pouvez trouver, hein, c'est pas une surprise, mais ce qui est intéressant, c'est que là, l'hypothèse que toi, tu as mentionnée, bon, bah, voilà, dans le fond, on va trouver de la B6 et du coup, ce sera encore plus bénéfique par rapport à la conversion nécessaire par la suite pour les besoins en graisse. Et en fait, donc sur le moment, probablement qu'ils ne savaient pas. Ils se sont dit qu'ils avaient donné ce qu'ils pouvaient, mais ils voyaient juste qu'avec le foie, il y avait besoin d'encore moins, donc près de 3 fois moins de ces oméga 6. Et le deuxième truc, le DHA, est-ce que tu peux nous dire si tu en trouves et à peu près en quelle quantité, si tu l'as en tête, sinon c'est pas grave, par rapport au foie, par rapport aux œufs, par rapport aux poissons? Est-ce que tu es obligé, en gros, par exemple, de te supplémenter pour avoir le DHA? Puis je pense que tu vas enchaîner par rapport à l'EPA aussi, qui est le deuxième oméga 3 à chaîne longue dont on parle souvent. Mhm. Alors, on va retrouver surtout du DHA, mais bon, dans le jaune d'œuf, si la poule a une bonne alimentation. Et on peut également aussi en retrouver dans le lait, si la vache a été nourrie à l'herbe et a vu le soleil et que le lait est principalement cru. À partir de ce moment-là, on retrouvera du DHA. Les quantités, je ne les ai pas en tête, mais en consommant deux jaunes d'œufs qui sont liquides, crus par jour, et puis du lait, on a largement ce qu'il nous faut. Et par contre, après, on retrouvera notamment du DHA, c'est dans les huiles de poisson. Surtout, celle qui est bien connue, c'est l'huile de foie de morue, qui en contient énormément. Le problème, c'est que dans l'huile de foie de morue, il y a énormément d'acides gras polyinsaturés, donc ce contexte d'instabilité qu'on a parlé tout au début du podcast. Et aussi, tout ce qui est huile de poisson et même les poissons un peu gras en général, type saumon, contiennent du DHA, mais contiennent aussi de l'EPA. L'EPA n'est pas du tout essentiel parce que dans tous les mammifères que l'on a pu constater, il n'y a aucune régulation bien précise dans n'importe quelle partie du corps d'EPA. Par exemple, dans le DHA, on a une concentration qui est bien régulée au niveau de la rétine et du cerveau, mais dans l'EPA, on n'a aucune concentration qui est plus ou moins régulée quelque part au final. Et quand on regarde, l'EPA ne passe pas la barrière placentaire lors d'une grossesse. Il y a uniquement le DHA et l'acide arachidonique qui le traversent. Ce qui peut supposer que réellement on aurait besoin que ces deux acides gras-là. Et en plus, on retrouve aussi du DHA qui est directement aussi apporté par le lait maternel de la mère une fois que l'enfant est né. Et donc, l'EPA en soi, aucune preuve ne montre qu'il est essentiel.
Et le problème que l'on a, c'est le ratio que l'on a mis en place, qu'il faudrait un ratio en fait qui soit, si on suit les recommandations aussi de l'ANSES, le ratio oméga 6 sur oméga 3 doit être inférieur à 5. Donc pour rappel, on avait dit au tout début, normalement on conseille c'est 4% d'oméga 6 et 1% d'oméga 3. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est sur des études sur les rats où on leur a apporté au final des oméga 6 sous forme d'acide linoléique et d'oméga 3 sous forme d'acide alpha-linolénique. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que réellement, ce qui pourrait être considéré comme essentiel est l'acide arachidonique et le DHA. Mais le reste, en fait, l'acide linoléique et alpha-linolénique, eux, ne sont que des précurseurs. Ils nous aident en fait à produire ces acides gras dits essentiels. Et en fait, on a mis en place ce ratio de 4 pour 1, donc inférieur à 5, parce qu'à des rats, on leur a donné ces deux types de graisses, donc de lipides plutôt, acide linoléique et alpha-linolénique. Et on s'est rendu compte que pour qu'ils aient les besoins en fait nécessaires, eh bien, il fallait qu'il y ait un ratio de 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais à partir du moment où vous consommez directement de l'acide arachidonique qui est retrouvé dans les produits animaux type foie, jaune d'œuf, et que vous consommez aussi du jaune d'œuf, du lait qui contient du DHA, eh bien, ce ratio en fait n'existe plus, n'est plus du tout valable, parce qu'au final, réellement, ce que l'on souhaite utiliser dans notre corps, c'est le DHA et l'acide arachidonique. Donc le ratio, en soi, n'est pas utile si on consomme directement en fait, ces molécules qui sont déjà préformées. Et en fait, le problème, c'est que si l'on souhaite consommer beaucoup d'oméga 3 type EPA, eh bien, en fait, étant donné que l'EPA et l'acide arachidonique ont le même nombre de carbone, ils en possèdent 20, eh bien, il y a une compétition entre les enzymes, notamment la delta 6 désaturase. Et si on apporte trop d'oméga 3 type EPA, eh bien, on empêche la conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique qui est important, on va dire, pour nous. Et à partir de ce moment-là, on a une compétition qui se met en place. Et le phénomène que l'on retrouve d'anti-inflammatoire est par ce biais, en fait, un peu de cette compétition enzymatique, c'est parce que les EPA produisent également ce qu'on appelle les prostaglandines, qui est lié à la douleur, mais les EPA produisent des prostaglandines qui sont beaucoup moins puissantes. Et donc, on part de ce principe de se dire, eh bien, ralentissez les oméga 6 qui sont potentiellement pro-inflammatoires, prenez des EPA de l'EPA qui est anti-inflammatoire, parce qu'on part du principe qu'il va y avoir compétition, qu'ils vont produire des molécules qui sont liées à la douleur, mais qui sont moins puissantes. Et en fait, on part de ce principe-là, et c'est à partir de là qu'on a vu qu'il y avait un effet anti-inflammatoire. Toutefois, l'inflammation est essentielle à la vie. Si on n'a pas d'inflammation, on serait déjà mort. Et donc, ne vaut-il mieux pas utiliser l'acide arachidonique de base qui produit des prostaglandines qui sont réellement utiles et efficaces, plutôt que prendre des prostaglandines un peu en solde, type EPA, qui au final vont produire des prostaglandines, mais qui possèdent en fait un effet qui est moindre et qui n'est pas forcément utile au final. Donc, c'est un peu pour le résumer, en fait, l'EPA et l'acide arachidonique, que l'EPA, en fait, n'est pas forcément essentiel. Et en plus de ça, le rôle un peu qu'on peut avoir anti-inflammatoire, qui serait potentiellement bénéfique, c'est qu'ils ont en fait du coup un effet anti-métabolique, mais ils ont aussi un effet immunosuppresseur. On utilise les acides gras polyinsaturés déjà lorsqu'on veut diminuer la fonction thyroïdienne, mais aussi lors de greffe d'organes. Et on se rend compte en fait qu'ils ont un effet inhibiteur au niveau des lymphocytes et que si en fait on diminue l'activité des lymphocytes, eh ben, ces cellules limiteurs ne peuvent plus sécréter des cytokines en fait, qui sont des molécules qui vont activer l'inflammation et engendrer la douleur, l'inflammation, la rougeur, etc. Si en fait on inhibe l'activité de notre système immunitaire, eh bien on va retrouver moins de problèmes. Mais encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose de consommer ces aliments parce qu'ils ont un effet immunosuppresseur? Parce qu'à partir du moment où on diminue notre système immunitaire, eh bien, on est beaucoup plus prompt à choper une infection, une maladie, et donc à tomber malade. Donc, c'est en fait à chacun de faire son avis, mais voilà, un peu pour faire la globalité des acides gras. Donc, je suis un peu parti dans tous les sens, désolé. Non, je pense que c'est très bien parce qu'en fait, tu es obligé de faire les liens entre toutes ces choses pour couvrir le sujet. Parce que chaque fois que tu oublies un détail, que ce soit le ratio oméga 3, oméga 6, que ce soit d'où part l'aspect essentiel, que ce soit le côté conflit justement de cette fameuse delta 6 désaturase dont absolument tout le monde parle, en tout cas dès le moment qu'on a étudié un petit peu le domaine
des graisses essentielles, c'est probablement le truc qui revient principalement de ce côté-là et qu'il faut faire attention, d'où le ratio, etc. Je pense que le résumé a été quand même relativement complet. Je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait rajouter, et c'est un contexte quand même assez amusant. C'est celui, je ne sais pas si tu comptais l'aborder, pour le fait d'engraisser les animaux Ah, d'élevage. Je ne sais pas si tu voulais le mentionner. ah bah, c'était l'étape 2, l'étape 3 plutôt de notre du Oups. contexte historique. Là, du coup, on était donc dans les années 1930 qu'on a découvert les acides gras essentiels. Et puis là, on passe en 1940. Et en fait, en 1940, les éleveurs de porc avaient un challenge. Ils cherchaient à engraisser leur bétail parce qu'on le sait, quand on vend de la viande, on la vend en kilos. Et donc, plus on arrive à engraisser nos animaux et de la manière la plus rentable possible, donc la moins chère possible, sans penser à la santé de l'animal et potentiellement aussi à la santé de ceux qui vont consommer la viande, eh bien, on récupère plus d'argent, donc c'est mieux pour nous. Et donc, au tout début, ils ont utilisé un médicament antithyroïdien pour les porcs, mais ils se sont rendus compte que, eh bien, ils étaient cancérigènes pour les animaux et que les personnes qui consommaient ce type de viande, eh bien, avaient aussi des effets antithyroïdiens. Donc, en fait, le médicament a été interdit, mais le challenge en fait des éleveurs de porc était toujours présent. Donc ensuite, ils se sont dit, je vais utiliser de l'huile de coco pour voir si ça fonctionne. Et là, en fait, il y a eu l'effet inverse. L'huile de coco a en fait affamé les animaux. Ils ont commencé à courir dans tous les sens. En fait, ils ont commencé à maigrir. Donc là, c'était l'effet totalement inverse de ce que les éleveurs de porc souhaitaient. Et ensuite, en dernier recours, ils ont pris du maïs, du soja, qui contient énormément d'acides gras polyinsaturés. Et là, ils se sont rendus compte que les effets étaient pratiquement identiques à ceux du médicament antithyroïdien qu'ils utilisaient au tout début. Et donc, c'est à partir de là, si on fait un peu une pause, on se rend compte qu'au tout début, dans les années 1910, une grosse industrie de la peinture allait perdre totalement son marché et donc tout son argent. Mais ensuite, en 1930, on se rend compte que les huiles qu'ils utilisaient dans la peinture eh bien, vont pouvoir être utilisées potentiellement dans l'alimentation humaine parce qu'apparemment, ces huiles contiennent des lipides qui sont essentiels à l'être humain. Donc, il faut en consommer. Et un peu plus tard, on se rend compte maintenant que l'agriculture, ceux qui élèvent notamment des porcs, eh bien, allaient utiliser pour l'alimentation animale ces huiles en question parce que ça les arrange, car ils ont un effet antithyroïdien et qu'ils augmentent en fait l'engraissement des porcs et donc ça les arrange parce qu'ils vont après se faire plus d'argent. Donc on se rend compte que au cours de l'histoire, eh bien, il y a plein de phénomènes qui se sont passés et qui ont arrangé un peu tout le monde au final. Donc voilà, au niveau de l'alimentation animale. Oui, nickel. Bah, en fait, c'est sans dire que le follow the money doit toujours être suivi, c'est toujours en tout cas une piste à explorer. Et c'est vrai que si on se dit, bon, pour la même quantité de calories qu'on va donner, est-ce qu'on peut avoir un effet différent? Quel est le prix de la calorie? Quel est le prix du kilo de viande? Bon, pour la petite histoire, j'ai quand même fait 6 mois de stage en agriculture biologique. J'ai nourri moi-même justement les cochons, j'ai nourri aussi les poules, les chèvres. Enfin, je vous passe les détails, c'était une expérience absolument magnifique. Mais dans ce qu'on donne aux animaux, il y a plein de choses, même en agriculture biologique, qui sont très riches en graisses polyinsaturées. Et c'est pas forcément quelque chose qui est beaucoup débattu dans le milieu, mais c'est quelque chose qui est utilisé. Et puis, des fois, quand on justifie un choix, c'est bon, bah, on a toujours fait comme ça marche bien, les bêtes grossissent bien, et puis on ne se pose pas plus de questions. Et quelque part, c'est normal, parce que ça demande quand même… Rémi, je ne sais pas si tu arrives à résumer le nombre d'heures que tu as dû passer pour essayer de comprendre tout ça, mais ça ne se compte pas en quelques dizaines de minutes. Et puis, une lecture et tu as tout connu. Il fallait croiser les données, il fallait regarder ce qui se passait au niveau du contexte historique, il fallait revérifier que les données étaient bien faites à certains moments. Il fallait te dire, bah, alors là c'est sur des rats, c'est juste impossible de reproduire cette même étude. On parlait d'oméga 6 au final. Pourquoi maintenant on nous dit que c'est les oméga 3 qui sont essentiels, alors que en fait bah, l'EPA, mais ça change rien en fait pour l'EPA, donc ce serait juste le DHA. Bah, alors, le DHA, mais finalement il en faut tellement peu, 0,03% de DHA, enfin de calories sous forme de DHA pour éviter justement une diminution au niveau de notre cerveau et de la rétine, c'est tellement rien. Je veux dire, manger 2 jaunes d'œufs et c'est réglé. Faites attention à la qualité du lait si vous en consommez, et puis c'est réglé aussi. Enfin, d'où tout ça, ça vient. Et du coup, on se dit, bon, s'il y a des choses qui ont arrangé des gens à un moment donné, et qu'ensuite il y a quelques trucs un petit peu entre guillemets incontrôlables qui se sont passés,
eh ben, on peut imaginer que c'est assez logique que ce soit arrivé comme ça et qu'au final, ça ait exactement comme tu l'as dit, ça ait arrangé un petit peu tout le monde en fonction de leurs propres intérêts à un moment donné. Et pour retrouver un petit peu les raisons, les motifs, eh ben, il fallait creuser à la fois le contexte économique, le contexte historique, le contexte voilà, lié à l'agriculture, etc. Il fallait comprendre comment on n'est pas ce que l'on mange, on est ce que l'on fait avec ce que l'on mange, mais on est aussi ce qu'on fait avec ce qu'on mange à manger. Si c'est pas français, mais concrètement, ça dépend de ce que le porc a, enfin le cochon a mangé aussi. D'ailleurs, on voit des évolutions entre le lard du début du XXe siècle et puis le lard qu'on a maintenant. Donc on va avoir, quand on mange du porc maintenant, on va avoir beaucoup plus de graisse polyinsaturée dedans qu'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc on a une modification du profil de graisse des animaux qu'on va manger. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui changent à ce niveau-là, comme par exemple les graisses qui vont être plus ou moins saturées en fonction du système digestif aussi de l'animal. Je ne sais pas si tu voulais y venir ou plus tard, mais voilà, c'est pour donner un peu de contexte. C'est pas dire à un moment peut-être il y a quelque chose qui a voulu vraiment, quelqu'un qui a voulu vraiment faire du mal ou autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un concours de circonstances assez fou quand même qui semble retracer des choses qui arrangeaient certaines personnes à certains moments et qui a rendu, je pense, l'interprétation actuelle assez difficile, sans passer par la fameuse industrie des huiles, avec cette idée que justement tu veux que quand tu utilises de l'huile de lin, c'est top la peinture d'huile de lin parce que comme ça polymérise au contact de l'oxygène, c'est super, ça fait une huile de qualité pour ça. Mais si après tu as une évolution dans un autre domaine, oups, phallodomonie, est-ce qu'il y a une autre industrie qui a pris la place et du coup ça, ce n'était plus nécessaire? Peut-être du coup ça a été utilisé ailleurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans l'idée, il faut vraiment, je pense, comprendre, peut-être en tout cas avoir conscience de tous ces détails pour peut-être soi-même se faire une idée un peu plus précise parce que, en tout cas, historiquement, ce qui est essentiel, ce n'est pas les oméga 3, c'est les oméga 6 et c'est le côté acide arachidonique. Et ensuite, voilà, il y a toutes les choses qu'on vous a détaillées qui, ont, qui ont eu leur propre concours de circonstances, on va dire. Et là, on se retrouve avec des stratégies pour vendre plus cher des animaux et puis pouvoir se faire plus d'argent en vendant au kilo. Et puis on se rend compte que maintenant, ce n'est pas la seule stratégie qui existe pour vendre de la viande plus chère, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour augmenter aussi la quantité d'eau qu'on va retenir dans un steak. On se rend compte de plus en plus, enfin moi je cuisine pas de viande, mais pour ceux qui cuisinent de la viande, que de la viande de mauvaise qualité, elle se divise par 2 ou par 3, hein. Je ne sais pas combien exactement quand vous la faites cuire, mais il y a toute l'eau qui part. Et en fait, le but c'est quoi? Si vous pouvez vendre au kilo, tout ce qui fait de la rétention d'eau, au niveau de la viande, en tout cas avant la cuisson, au moment de l'achat concrètement, c'est une stratégie valable pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc il y a quand même ce rationnel qui est intéressant à avoir parce qu'on ne peut pas, malheureusement même en science, et sortir du contexte économique. Ça ne veut pas dire qu'une donnée, par exemple, avec un financement est systématiquement à rejeter, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que, en tout cas, il faut laisser le bénéfice du doute, quoi. Se dire, et si peut-être il y avait une autre alternative? Et voilà, je suis parti un petit peu loin pour la synthèse, mais parce qu'on a parlé Super. beaucoup de détails, je Ouais. pense que ça valait la peine. La dernière étape, et puis après, je pense qu'on pourra passer un peu au contexte un peu plus naturel, l'appel à la nature, comme aime bien le dire notre collègue Mathias. Ouais, vas-y. La dernière étape, au final, c'est après tout ça, dans les années 1960, on a Hans Selkis, un scientifique qui a fait deux grosses études, mais notamment qui a débuté en fait en 1958, fin des années 50. C'est la Seven Country Study. Et au final, les premiers résultats sont apparus en 1963. Et en fait, cette personne a mis en avant que l'hypothèse que l'on avait dite au début, que il y avait un lien entre les personnes qui consomment des acides gras saturés, du cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand ces découvertes ont été faites, eh bien, il a fait la couverture du Time, un gros magazine. Et puis, en fait, après, il y a eu un gros engouement marketing, médiatique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir peur du beurre et qu'on a commencé aussi à voir apparaître tout ce qui est les produits en fait allégés, parce que cette personne, c'est pas que cette personne, mais son groupe en fait au final d'études avait fait cette observation que les personnes qui consommaient des graisses saturées du cholestérol avaient une augmentation des risques de cardiovasculaires. Et c'est grâce un peu à lui aussi que le paradoxe français est apparu, comme quoi les Français à l'époque consommaient énormément de graisses saturées et n'avaient pas de maladie cardiovasculaire. Mais il faut savoir que cette personne en fait avait fait ce qu'on appelle un peu du cherry picking, comme d'autres personnes aiment le faire aussi, et que en fait, il avait choisi un peu ses études
pour l'arranger. Et après, on se rend compte plus tard que les interviews qui ont été faites, tout ça, étaient aussi financées par l'industrie qui vendait notamment des statines et qui arrangeait bien le monde. Et pour finir, ça me fait penser à ça. Pour les maladies cardiovasculaires, il faut savoir qu'il y a encore une trentaine d'années, une personne était considérée en hypercholestérolémie quand son taux de cholestérol était au-delà de 4 grammes par litre. Maintenant, on est passé à 2,3. C'est-à-dire qu'une personne qui, à l'époque, avait 3 grammes de cholestérol dans le sang était considérée comme normale. Mais maintenant, la même personne avec 3 grammes dans le sang eh bien, sera à, presque à 100% sûr d'être sous médicaments anti-cholestérol, enfin hypocholestérolémiants, dont les statines. Donc on se rend compte que bien qu'à l'époque 4 grammes c'était peut-être énorme, descendre à 2,3, ça fait quand même pas beaucoup. Et donc on peut aussi peut-être faire un lien de se dire ben plus en fait la norme diminue, ben plus potentiellement il y a de gens qui rentrent dans ma catégorie pour acheter mes médicaments et les consommer. Et donc, on peut aussi un peu follow the money et aller vers ça, quoi. Mais bon, ça, c'est encore une autre hypothèse. Mais voilà, il ne faut pas non plus passer pour. Parce que ça serait facile après à dire que l'on est un peu des complotistes, qu'on croit que tout est pourri. C'est pas le Hmm. cas. Mais voilà, comme tu l'as dit, il y a des liens qu'on peut faire. C'est vraiment juste des liens. C'est pas qu'on affirme forcément quelque chose, c'est juste, regardez, il y a tous ces liens qui existent, on n'en parle pas, mais bizarrement, il y a du sens quand même derrière tout ça. Oui, puis là pour le cholestérol, si vous vous rappelez du contexte tout à l'heure, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets, l'idée c'était la différence entre juste mettre, vous vous souvenez l'exemple un peu bidon de la poussière sous le tapis, ou le fait de vraiment mieux utiliser le cholestérol. Puis là, l'exemple simple c'était l'argent. Si le cholestérol c'est de l'argent, le but c'est de savoir bien l'utiliser pour subvenir à nos besoins, etc. Et donc le but, c'est pas d'arrêter de donner de l'argent ou c'est pas de juste diminuer le cholestérol à tout prix, même pourquoi pas avec des stratégies qui poseront éventuellement problème par la suite, comme on a pu le détailler, mais c'est d'apprendre à mieux le gérer. Et puis là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en donnant des statines? Là, j'insiste, ça n'a pas de valeur médicale. Vous suivez ce que votre médecin va vous dire et je ne connais pas votre contexte. Et donc, on n'est absolument pas en train de dire qu'il faut tout à coup remettre en question l'avis de votre médecin, qui est le professionnel compétent à autorité médicale qui vous suit. C'est juste pour vous dire que peut-être que il y a quand même quelques aspects un petit peu délicats qu'on oublie de mentionner. Et si on traite uniquement la surface, est-ce qu'on oublie peut-être de regarder vraiment le problème peut-être un peu plus ancré au niveau de la physiologie humaine. Et c'est quand même quelque chose qui est plus difficile à aborder, qui demande une approche voilà, qui prend plus de temps. Pour le problème de l'utilisation du cholestérol, c'est sûr, on peut regarder au niveau des graisses polyinsaturées ce qui se passe. On pourrait aussi regarder plein de choses qui peuvent amplifier les problèmes, comme par exemple des soucis de sommeil, des problèmes de stress au travail, les deux étant malheureusement capables de faire sont malheureusement capables de faire de belles synergies pour perturber à peu près tout le métabolisme du corps. Euh, et puis là, du coup, ça demanderait une approche où on cherche vraiment à régler les problèmes à la base de la personne qu'on suit. Et le contexte dans lequel on est actuellement, où tout va très vite, notamment au niveau des consultations médicales, avec les médecins qui font ce qu'ils peuvent avec le contexte dans lequel ils sont, ça ne permet pas, c'est mon avis unique, c'est juste moi, Willy Hansen, c'est même pas en tant que physiologiste ou autre, je pense pas que ça permette vraiment un traitement en profondeur, c'est-à-dire à la base des soucis d'une personne, sachant qu'il faudrait prendre son contexte de vie, son environnement plus ou moins stressant, son sommeil, son alimentation, vraiment la personne dans son ensemble. Et actuellement, voilà, on fait au mieux en fonction du système dans lequel on est. Et c'est pas pour dire que certains sont directement mal intentionnés ou que tout le système est nul. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est pour dire que il faut pas négliger le contexte dans lequel on essaye de faire les choses au mieux. Et là, c'est vrai qu'on est limité. On est limité dans l'approche actuelle, dans ce qu'on peut apporter à quelqu'un. Et donc voilà, pour donner un peu de contexte, oui, il y a de l'argent, oui, il y a de l'argent dans la pharmaceutique, personne ne vous dira le contraire, sinon ce serait juste un bisounours, faut pas déconner non plus. Mais voilà, il n'y a pas que une manière de pousser à la consommation, mais il y a des choses quand même surprenantes. Et des fois, c'est vrai que quand on regarde les chiffres d'affaires, quels que soient les domaines, malheureusement aussi les domaines de la santé, on peut se poser des questions. Et c'est plus ça qu'on vous invite à garder en tête, c'est cette possibilité de rester ouvert à des questions. Parce que, comme tu l'as dit récemment, on peut répondre qu'à un type de question, c'est celle qu'on se pose. Exactement, exactement.
Et vraiment pour finir, et puis après on passera à l'autre contexte, parce qu'après je sais qu'on est un peu short niveau temps, mais si vraiment on resterait sur cette hypothèse de, comme on a dit au début, si admettons on oublie tout ce qu'on a dit avant et qu'on se dit d'accord, eh bien je veux vraiment voir si les acides gras polyinsaturés diminuent les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, il faudrait qu'on fasse des études où on demande à des gens, ben, on sépare en deux groupes, et on dit à des personnes continuez à consommer vos graisses saturées, et à un autre groupe on leur dit mangez également de la même manière, sauf que toutes les graisses saturées, vous les remplacez par des graisses polyinsaturées. Et donc, normalement, si on demande de faire ça aux personnes, eh bien, on devrait réellement voir des résultats concrets au niveau des maladies cardiovasculaires. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il y a plusieurs méta-analyses qui sont sorties, dont une en 2010. Et au final, si on regarde les études, euh, déjà, il y en a qui montrent qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de changement. Pour celles qui montent à changement, eh bien, il y a des biais méthodologiques où en fait, on a dit aux gens, oui, remplacez vos graisses saturées par des polyinsaturés, mais en même temps, on leur a dit, consommez plus de fruits, plus de légumes, consommez aussi des sardines, consommez ci, consommez ça. Donc, au final, on a un biais, on ne se rend pas compte si c'est réellement le changement de graisses saturées par les polyinsaturés qui est réellement un impact. Et une des études qui est très importante et aucune autre n'a été faite d'une durée aussi longue, et c'est là, on en a un peu parlé brièvement, mais c'est le temps en fait qui compte, parce qu'on peut avoir effectivement des effets bénéfiques à court terme, mais au final, c'est le long terme qui compte. Et si on prend l'une des études qui a été faite, c'est une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, enfin le top du top, c'était sur 8 ans. Et en fait, on se rend compte que les 5 premières années, remplacer des graisses saturées par polyinsaturées, il n'y a aucun changement. Et qu'à partir de 5 ans, on a une augmentation qui commence à se faire au niveau de la… Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est la mortalité, toutes causes confondues. On a une augmentation des risques de mortalité des personnes qui consomment des graisses polyinsaturées. Donc déjà, on a cet écart qui se creuse au bout de 5 ans. Et lorsqu'on va à partir de 7 ans, on a une augmentation des risques de cancer lorsque l'on consomme des graisses polyinsaturées à la place de graisses saturées. Et vraiment, au bout de 8 ans, on a un écart qui se fait. Et je pense même que si l'étude aurait continué 9, 10, 11 ans après, on aurait vu cet écart se creuser encore davantage. Mais ce qui est important de retenir, c'est que aucune étude réellement, quand on prend les méta-analyses, ne montre un effet bénéfique au remplacement de ces graisses saturées par polyinsaturées, et qu'on aurait même une augmentation des risques de cancer et même de maladies cardiaques, des risques de cancer et de maladies cardiaques. Mais tout ça commence à être observé que sur le long terme, au moins à partir de 5 ans, et pour les cancers, après 8 ans, après 7 ans plutôt. Donc, il faut aussi prendre ce point en compte que oui, pendant un an, on a une diminution du cholestérol, on a une diminution de l'inflammation, on a plein de bonnes choses, mais réellement sur le long terme, eh bien, on se rend compte qu'on a les grosses pathologies de ce monde eh bien, apparaissent des années plus tard. Et là, on en revient à pourquoi, enfin, on en parlera du coup après, mais on a un lien si, à partir du moment où on impacte notre fonction métabolique, on a ce caractère instable, on diminue, après on parle dans la thermodynamique, mais le flux d'énergie qui traverse nos cellules, l'ordre à l'intérieur de nous, notre système antioxydant, enfin, après il y a plein de choses et on va dévier, mais tout ça pour dire que voir une étude sur 6 mois, c'est super, et il y en a plein sur 6 mois, mais réellement, des études sur 8 ans, il n'y en a eu qu'une, et la seule qui a fait ça, qui était randomisée, contrôlée en double aveugle, le top du top, eh bien, elle a montré quoi? Que remplacer les graisses saturées par des polyinsaturés, ça augmente les risques de cancer, notamment à partir de 7 ans. Et malheureusement, l'étude s'est arrêtée à ce moment-là, mais je pense que si ça aurait continué, si ça avait continué, on aurait vu encore plus l'écart se creuser davantage encore. Ouais, c'est un point, promis, je ne fais pas long, mais qui est extrêmement important, c'est que ce qu'on appelle voilà, dans notre modèle actuel, modèle scientifique actuel, ce qu'on aime bien appeler le gold standard, ce sont ces fameuses RCT, ces Randomized Control Trials, qui sont des études où on fait en sorte d'avoir des groupes comparables, de donner par exemple un traitement, mais quand on dit en double aveugle, c'est par exemple si je donne de la créatine monohydrate à un groupe et puis à l'autre groupe je lui donne quelque chose, je vais les deux leur dire, je vous donne soit de la créatine, soit un placebo, mais vous ne savez pas lequel c'est. Puis dans un des deux, c'est voilà, c'est de la créatine, et dans l'autre, il y a peut-être
voilà, un demi-gramme de sucre, peu importe, ça ne devrait pas avoir un effet ergogène si jamais vous aviez un doute. Donc placebo. Et du coup, si on donne ce contexte-là, ça coûte cher, mais on peut dire, bon, sur une intervention de temps, rappel, ça coûte cher, on peut commencer à discuter de quelque chose qu'on appelle un rapport causal. Et on peut discuter, je dis bien, pas dire ce sera pareil pour tout le monde. On peut dire pour des personnes qui se rapprochent du type de groupe qu'on a étudié pendant tant de temps, a priori, on voit un effet bénéfique sur la force de la créatine monohydrate, même en double aveugle. Cool. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde pendant 8 ans, pendant une vie entière ou pour des populations qu'on n'a pas étudiées. Donc on peut commencer à spéculer là-dessus, ce qui est beau et ce qui en même temps, je vais être un peu informel, mais carrément chiant pour les personnes qui veulent des réponses directes, genre ok, mais on fait quoi? On aimerait ce qui marche, on aimerait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et du coup, ce qui est très facile à faire, c'est avec un discours, avec un caractère un peu autoritaire, dire moi, chercheur à prestige, je prends une étude et elle est publiée dans des gros trucs et ensuite aller contredire ce que j'ai dit alors que je suis le grand chercheur qui a fait la couverture du Time Magazine. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de divulguer un message simple, potentiellement complètement erroné d'ailleurs, avec un discours en gros simplifiant, simplifié, trop simplifié, et des fois même carrément foncièrement erroné. Et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de se dire waouh, alors dans le contexte qu'on considère comme le top du top, n'est peut-être même pas capable de voir sur le long terme quelque chose de négatif qui est peut-être à la base de pas mal de nos maladies de société. Et donc là, il existe des données, mais pour les prendre en compte, ça demande quand même pas mal de réflexion, probablement pas mal d'ouverture d'esprit. Et là, bah, j'ai envie de te dire un immense merci pour ce résumé parce que c'est très 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 rare d'entendre cette approche, en tout cas dans le milieu francophone. Et pouvoir aller aussi loin, c'est chouette parce que sinon on s'arrête à quoi? Ben, voilà, moi, là tout de suite, je fais une recherche sur PubMed, je veux taper oméga 3, peu importe, et puis je vais trouver des effets bénéfiques sur des études qui sont parfaitement considérées comme géniales. Ce sera des RCT de temps en temps, peut-être même il y en aura, si ce n'est pas 6 semaines, peut-être ce sera 8 semaines, peut-être ce sera 12 semaines, peut-être ce sera 3 mois, peut-être ce sera 5 mois, et ça va vraiment apparaître comme quelque chose d'extrêmement crédible, comme étant même le top du top, mais on oubliera tout le contexte qu'on a mentionné ici et généralement cette fameuse étude qui dure plus de 7 ans, où on voit les problèmes qui apparaissent sur le long terme chez les humains. Donc voilà, grand merci pour ça, c'était juste pour donner un peu plus de contexte. Et t'inquiète, on a encore un petit peu de temps si tu veux détailler pour le reste. Et bien, du coup, on va passer un peu comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à l'appel à la nature pour voir un peu réellement, en fait, les graisses polyinsaturées, pourquoi, pourquoi en fait ça existe, pourquoi la plupart des animaux en possèdent, mais est-ce que c'est réellement intéressant? Et, euh, et ça va venir en fait aussi pour les études qu'on a avant. Le problème en fait avec les sciences de la nutrition, quand on essaye de faire, de dire remplacer ça par ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'avec l'alimentation, il y a énormément de facteurs confondants. Est-ce que la personne pendant l'étude, eh bien, elle a toujours eu la même vie? Est-ce qu'elle a toujours dormi autant? Est-ce qu'elle n'a pas eu de problème? Enfin, il y a énormément de facteurs confondants qui font que c'est malgré tout quand même difficile de juste dire ah oui, on change ça et ça donne ça. Et donc, c'est pour ça que là, de faire cet appel à la nature comme on va le faire maintenant et de comprendre un peu vraiment la biochimie, l'interaction en fait des molécules, comment notre corps fonctionne, eh bien, ça nous permet de mieux comprendre les choses, même si les études, des fois, nous montrent un résultat, mais qui potentiellement en fait, est juste biaisé parce que l'étude n'était pas assez longue ou parce qu'il y a eu des facteurs confondants. C'était pour clarifier ce point-là. Et donc maintenant, euh, on va parler un peu de température et d'environnement et essayer de comprendre du coup à quoi servent les acides gras polyinsaturés sur cette Terre. Donc, pour parler de ça, il faut introduire ce qu'on appelle la température de fusion. La température de fusion, c'est la température à partir de laquelle un composé passe de l'état liquide à l'état solide. Par exemple, pour le beurre, la température de fusion est à peu près à 30 degrés. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 degrés, votre beurre sera fondu, sera sous forme liquide, et en dessous de 30 degrés, le beurre sera solide. Et pour l'huile de coco, par exemple, c'est entre 24 et 28 degrés. Et, et vous le savez, par exemple, votre huile de coco, vous la laissez dans votre pièce. Lorsqu'elle est liquide, c'est qu'il commence à faire chaud. Et lorsqu'elle est solide, c'est qu'il fait froid. Et pareil pour le beurre. Vous le laissez au frais, il est solide. Vous le mettez à peine sur une poêle qui est à peine à feu doux. Directement, il fond. Et donc, ça, c'est intéressant pour la suite. Pourquoi? Parce que nous, si on se base encore une fois
que le corps humain possède une fonction thyroïdienne et métabolique qui est bonne, notre température corporelle est à 37 degrés. Et donc, imaginons que toute notre composition lipidique que notre corps contient soit le reflet du beurre. Toutes nos graisses, dans notre corps, c'est du beurre. Eh bien, notre température corporelle, étant donné qu'on est à 37 degrés et que la température de fusion du beurre est à 30, eh bien, le beurre, à l'intérieur de nous, serait sous forme liquide. Et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que maintenant, si on prend plutôt des animaux dits à sang froid qui vivent dans un environnement froid, par exemple le saumon. Si maintenant on reprend le même exemple, mais on se dit, eh bien pareil, le saumon, tous les lipides qu'il contient, eh bien c'est comme du beurre. Toutefois, le saumon, lui, vit dans un milieu qui est inférieur à 20 degrés. Et donc, si on se souvient de la température de fusion du beurre, qui est à 30 degrés, lorsque la température est en dessous de ces 30 degrés, le beurre est solide. Donc, si le saumon possédait en fait, sa composition lipidique serait du beurre, eh bien, il serait solide à l'intérieur de lui, et donc le saumon serait rigide, il serait mort, il ne pourrait pas bouger. Et donc, les graisses saturées, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Les graisses saturées sont capables d'être solides et peuvent être liquides. Ça, c'est lié aux liaisons de Van der Waals pour les personnes qui veulent aller plus loin. Mais toutefois, pour un saumon, il n'a aucun intérêt de posséder des graisses saturées parce qu'à température basse, eh bien, ces graisses saturées vont se solidifier. Et donc, pour le saumon, vous imaginez bien que posséder des graisses qui sont solides à l'intérieur de nous n'est pas une bonne chose. Et donc, quand on regarde la composition lipidique d'un saumon, il contient un peu de graisses saturées, mais il contient beaucoup plus de graisses mono et polyinsaturées. Et les graisses monoinsaturées, c'est par exemple l'huile d'olive, et les graisses polyinsaturées, c'est l'huile de lin, l'huile de tournesol, l'huile de soja. Et vous regardez, si vous mettez votre huile d'olive ou votre huile de lin au frais, eh bien celle-ci va rester liquide, elle ne va pas durcir. Et donc c'est une bonne chose pour le saumon parce que l'huile est dans un environnement frais, il veut donc des huiles qui à température basse restent liquides parce qu'il va permettre de se mouvoir, d'effectuer tous les processus métaboliques. Et donc on se rend compte réellement que en fonction de l'environnement et de l'activité métabolique, la fonction métabolique d'un animal, la composition lipidique change. Et là, si on va à l'autre extrême et qu'on regarde par exemple la composition lipidique d'une noix de coco, la noix de coco, son environnement favori où elle va se développer, eh bien c'est les régions tropicales, aux alentours de 30 à 40 degrés. Et là, quand on regarde la composition lipidique d'une noix de coco, eh bien la noix de coco contient presque pas d'acides gras polyinsaturés, un peu de monoinsaturés, mais énormément de graisses saturées. Pourquoi? Parce qu'un environnement chaud est instable pour des graisses polyinsaturées. Et si on possédait beaucoup de polyinsaturés dans un environnement chaud, eh bien, ces derniers seraient capables de s'oxyder et de créer encore, comme on a dit tout à l'heure, le MDA qui pourrait attaquer et engendrer plein d'effets négatifs sur la noix de coco. Donc la noix de coco, ou la nature, Dame Nature, comme on l'appelle comme on veut, a choisi pour les aliments, les produits, les êtres vivants qui vivent dans un environnement qui est chaud, eh bien de posséder des graisses saturées, des graisses qui sont stables dans cet environnement pour éviter le phénomène d'oxydation, d'instabilité qui pourrait se mettre en place. On a le même exemple pour l'huile de palme. L'huile de palme, son environnement favori où il va pouvoir l'huile de palme, vous m'avez compris, eh bien c'est dans les régions tropicales. Pareil, la composition lipidique de l'huile de palme, c'est énormément de graisses saturées parce que les graisses saturées sont stables à la chaleur. À l'inverse, on prend la noix de Grenoble. La noix de Grenoble, eh bien, comme son nom l'indique, elle pousse dans la région de Grenoble. Et dans la région de Grenoble, on n'est pas en short toute l'année. Au contraire, il fait froid. Et quand on regarde la composition lipidique d'une noix de Grenoble, eh bien, c'est énormément de graisses polyinsaturées et peu de saturés. Encore une fois, parce que les acides gras saturés à température basse, eh bien, se solidifieraient. Et à partir du moment où ça se solidifie, eh bien, ça ralentit, ça arrête tous les processus métaboliques. Et comme tout être vivant, le but, c'est de survivre et de se reproduire, eh bien, on préfère posséder des graisses polyinsaturées qui permettront en fait de continuer ces processus métaboliques. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, comme on l'a dit en fait tout à l'heure, quelle est la température corporelle des êtres humains? 37 degrés. Donc, vaut-il mieux posséder des graisses saturées qui sont stables à la chaleur et
qui seront liquides à l'intérieur de nous, ou plutôt des graisses polyinsaturées qui resteront liquides, mais qui, à température élevée et dans un environnement en plus qui est riche en oxygène comme notre corps, eh bien, sont carrément instables et vont en fait être oxydées très rapidement. Et quand on va plus loin, il y a des études qui ont été faites qui montrent que simplement faire cuire son poisson, par exemple son saumon qui contient des graisses polyinsaturées, eh bien l'oxydation commence lors de la cuisson. Et lorsque ça arrive dans votre intestin, eh bien l'oxydation continue et crée déjà une inflammation au niveau de votre paroi intestinale. Et l'inflammation engendre quoi? Engendre une libération d'histamine, de sérotonine, qui après diminue votre métabolisme, diminue votre fonction, votre système digestif, et puis après engendrer même des problèmes de sommeil parce que la sérotonine et l'histamine est liée à l'éveil, et c'est des fois ce qui engendre les problèmes de sommeil chez les personnes qui ont des problèmes en fait intestinaux dus à cette augmentation de notamment de cette hormone l'histamine et de ce neurotransmetteur la sérotonine. Donc là, je suis encore un peu parti dans tous les sens, mais voilà un peu pour résumer ça. On se rend compte réellement que la composition lipidique d'un être vivant est, est adaptée à l'environnement, à sa capacité métabolique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Will. Mais je pense que c'est super ce que tu as dit, parce que c'est très facile de retenir. Bon, bah, concrètement, à Grenoble, on n'est pas toute l'année en short. Ça sera le mot du podcast, ce sera ça. Et donc, bah, clairement, la noix de Grenoble va pas acquérir des propriétés qui sont similaires à quelque chose qui serait stable dans notre organisme. À l'inverse, on pourrait citer Edgar Morin et puis parler du soleil, enfin de l'exposition au soleil sur une certaine durée qui augmente la complexité de chaque structure. Dit autrement, le fait d'avoir par exemple de l'herbe exposée au soleil, qui va créer elle-même sa propre stabilité par rapport à son exposition au soleil, elle va contenir quoi? Elle va contenir plus de vitamine E. Cette vitamine E va être bénéfique pour la vache qui va pouvoir tirer à la fois les acides aminés et puis tout ce qui est intéressant de l'herbe, ce qu'on n'est pas capable de faire nous, mais ce que la vache va pouvoir faire. Et du coup, elle va pouvoir aussi plus facilement entretenir une bonne santé parce que elle a pu consommer quelque chose qui contenait une certaine quantité de vitamine E, était prévu pour son système digestif, et en gros tout va bien, et puis c'est magnifique, c'est pas un ruminant pour rien. Nous, on va avoir plus de peine à attirer les nutriments de différentes choses lorsque ça ne correspond pas à disons, une capacité à extraire facilement les nutriments. Et puis on peut aussi se poser énormément de questions du coup par rapport à la cuisson, par rapport au ratio risque-bénéfice, nutriments, antinutriments, cru, cuit, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va perdre, qu'est-ce qu'on va... finalement, on peut tout remettre dans ce contexte. Qu'est-ce qui fera finalement que quelque chose est bon pour le corps? Est-ce que on va manger des œufs crus, par exemple, comme Rocky, parce qu'on l'a trouvé cool dans le film? Je m'excuse auprès de tous les fans de Rocky, je suis aussi fan de Rocky, mais il a fait de la merde pour les œufs crus quand même. Quand il gobe les œufs crus, puis qu'au niveau de la digestion, le blanc d'œuf est à peu près 50% d'assimilation, alors que cuit, il passe à 91%, Rocky, il aurait pu peut-être gagner encore plus facilement, quoi. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment considérer tout ça à côté aussi pour s'assurer que on puisse comprendre le corps humain. Et donc, dès qu'on parle d'une science jeune, comme la science, enfin la nutrition, qui est une science jeune, il faut pas oublier qu'un petit peu d'humilité peut nous aider à faire beaucoup de chemin, parce que notre rôle ici sur Terre, le rôle d'autres animaux ici sur Terre, et puis les interactions qu'il y a entre chaque chose, ça nous fait tout de suite rentrer dans quelque chose qui est à la base, et à la base, il y a la complexité. Donc, c'est pas forcément très sexy pour tout le monde, spécialement pour ceux qui veulent juste avoir des réponses ici et là, mais concrètement, qu'il y ait du soleil qui s'expose pendant un bon moment sur certaines choses, ça va forcer la création d'une certaine stabilité, comme par exemple ce sera le cas pour la noix de coco, qui, si elle n'était pas stable, partirait simplement dans tous les sens. Et pour revenir au corps humain, peut-être pour boucler un petit peu la boucle, l'idée c'est qu'il y a certaines choses qui fonctionnent seulement à une certaine température, il y a certaines choses qui fonctionnent seulement avec un certain niveau d'acidité, par exemple la digestion bien sûr. Il y a certaines choses qui fonctionnent seulement dans certains paramètres. Et le fait de pouvoir garder ces paramètres stables, de pouvoir conserver sa santé, c'est tout cet équilibre extrêmement subtil qu'on appelle l'homéostasie, qui est cette capacité à maintenir pas vraiment un état stable, mais une stabilité dans le changement et dans le mouvement qui permet de continuer à avoir un maximum de processus qui sont bénéfiques et un minimum de processus qui sont négatifs, ou alors un bilan général qui tend vers le plutôt positif que plutôt négatif. Et en gros, un repas après l'autre, on va vers la maladie, ou un repas après l'autre, on va vers une meilleure santé.
et qu'est-ce qui fait que petit à petit, on peut mieux utiliser tous nos processus énergétiques. Et ben, peut-être faire en sorte déjà que ce qu'on met dans notre corps nous permette vraiment de tirer un maximum d'énergie que l'on pourra utiliser au mieux et un minimum de choses qui pourront poser des problèmes, comme par exemple les soucis qu'on a vus avec le LDL oxydé ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu plus de contexte. Et attention avec notre dernier point, quand on parlait de l'appel à la nature, c'est quelque chose on parle d'un biais en fait. On fait un petit clin d'œil à notre collègue de la Nody Muscle Review qui s'appelle Mathias Soulol, qui est absolument extraordinaire pour tout ça et pour plein d'autres choses. Mais c'est vrai que pour ça, il m'a presque choqué tellement il était bon. Lorsqu'on fait un appel à la nature, c'est un peu comme dire oui, mais c'est la nature, donc ça doit être bon. Rappelez-vous, le cyanure, c'est aussi de la nature, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez trouver des trucs pour mourir sans souci dans la nature aussi. C'est un exemple très simple, juste pour vous rappeler que c'est pas parce que c'est mère nature, entre guillemets, qui l'a fait que c'est forcément bon. Il y a quelque chose qui vient toujours avec des avantages et des inconvénients, et on peut toujours, comme pour les exercices en musculation, comme pour les activités physiques par rapport à un objectif, prendre un ratio risque-bénéfice, c'est dire qu'est-ce que ça me fait gagner, qu'est-ce que ça me fait potentiellement perdre. Bon, j'adore faire du cardio et j'adore faire de la muscu. Est-ce que en même temps, j'ai envie de devenir le meilleur athlète de force et donc de force athlétique et en même temps, j'ai envie de courir un marathon? Bon, les deux sont parfaitement possibles. Est-ce que les faire en même temps, c'est la meilleure solution? Bon, probablement qu'il y a des interférences à prendre en compte, blablabla, c'est pas très compliqué. Pour la nutrition, on a tendance à oublier cette complexité qui est à la base. Et donc, il y a pas d'aliment qui est là juste pour nous. Oui, il y a le lait maternel humain pendant la période de croissance, là clairement, c'est fait pour l'humain, par l'humain, ok, voilà. Donc là, pas de remise en question a priori. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le seul aliment qui, dans ma tête, est vraiment 100% là pour l'humain, d'ailleurs pendant une certaine période et pas forcément pour toute la vie, ce qui peut vous rassurer. Mais pour le reste, c'est une question de ratio risque-bénéfice. Et ça donne beaucoup plus de possibilités de discussion, de réflexion, de mise en contexte et à mon avis de meilleur degré de compréhension. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui nous permet aussi d'aller plus loin plutôt que de rester sur des idées arrêtées qui sont des fois juste présentées par quelqu'un qui, bon, ben voilà, a un beau papier, a un doctorat, etc. Et c'est totalement louable et je suis totalement pour le fait que des personnes puissent étudier et aller au bout de leurs histoires. Mais si on étudie juste assez, mais juste pas assez, je vais vous dire ce que j'en pense, juste assez pour comprendre et recracher ce qu'on nous a dit, mais juste pas assez pour rester curieux et continuer d'étudier soi-même, à mon avis, on ne va pas vraiment régler les problèmes, spécialement avec une science aussi jeune que celle de la nutrition. Donc voilà, c'était une perspective un peu plus globale, parce que Rémi, vous avez compris, nous a permis ici d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on entend la plupart du temps. En francophonie, c'est absolument certain de toute manière. Et même du côté anglophone, ça va être compliqué d'aller des fois aussi loin sur ce genre de détails. Et un grand, grand, grand merci pour tous ces détails. Mais c'était bien de finir quand même un côté un petit peu naturel, entre guillemets, simple à comprendre, mais sans pour autant faire l'erreur de se dire c'est parce que c'est la nature et donc c'est totalement non transformé que c'est forcément bon pour moi. Vous pouvez essayer de consommer certaines choses totalement crues et puis avoir potentiellement de gros soucis. Si vous, par exemple, vous aimez le soja, peut-être que le consommer totalement cru, c'est pas la meilleure des solutions, alors qu'il existe des méthodes de préparation qui peuvent potentiellement diminuer grandement la nocivité de certaines choses, notamment la grande quantité de graisses polyinsaturées. Et voilà, c'est à mettre dans un contexte. Ratio risque-bénéfice. Cru à l'état naturel, entre guillemets, ok, mais pour ma consommation, moi, en tant qu'humain, Homo sapiens sapiens, à 37 degrés avec beaucoup d'oxygène et un cerveau qui consomme à lui tout seul à peu près 20% de mon quota calorique, probablement environ 500 calories sous forme de glucose, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, bah voilà, il faut comparer, il faut interpréter dans ce contexte et grâce à tout ça, je pense que vous pouvez vous faire un avis par rapport aux différentes discussions que vous aurez par rapport à la méthode qu'utilisent les différents protagonistes dans, dans le monde francophone ou anglophone, selon si vous êtes bilingue ou non, quand on parle de nutrition. Et on vous invite vraiment, vraiment à vous faire votre propre avis en confrontant les idées, en confrontant les intentions, en confrontant, je dirais aussi, la curiosité, peut-être quelque part, là c'est le bisounours qui parle un instant, la bienveillance, et puis rappelez-vous aussi que le follow the money est toujours intéressant à considérer. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui compte, mais voilà, si le seul but est par exemple de vendre ce que vous vendez et que tout l'article tourne autour de ça, bon bah voilà, est-ce que le but c'était de vendre ou le but était de comprendre? Et tout ça, gardez-le bien en tête et prenez bien en compte le fait que vous devez nous critiquer nous aussi. Donc nous aussi on vend quelque chose, notamment la Nody Muscle Review, et c'est une synthèse de ce qu'on comprend actuellement autour du muscle de manière générale, du fitness, de la nutrition, etc. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on vend. Donc essayez de nous critiquer nous aussi.
mais au même titre que vous allez critiquer les autres personnes qui font ce qu'elles font. Donc voilà, c'était une espèce de grosse boucle pour essayer de vous donner une perspective. On ne vous impose rien, vous avez bien compris, je pense, quel était notre propre avis, même si on ne vous l'a pas imposé. Vous avez une idée en tout cas de notre côté sceptique par rapport à l'aspect absolument essentiel des oméga 3, ou au moins des EPA, je pense, si vous avez bien suivi. Et puis je pense que là, vous êtes à même de rajouter beaucoup de contexte aux différents détails qu'on entend la plupart du temps, mais justement totalement hors contexte. Donc voilà, un grand merci Rémi. Je ne sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose. Moi, j'ai bien sûr une petite chose à dire encore après, mais pas directement par rapport au contexte ici. Non, non, juste qu'on aurait, euh, pour vraiment les choses qu'on aurait pu parler, parce que comme ça je les place, mais on ne va pas les détailler, sachez que les graisses saturées permettent une meilleure absorption des vitamines liposolubles comme la vitamine A et sa conversion, que l'acide laurique que l'on retrouve dans l'huile de coco, qui est considéré comme athérogène, a des effets antibactériens, antiviraux, par exemple sur le Candida albicans, Helicobacter pylori, ce genre de choses. Donc l'acide laurique, c'est intéressant et c'est aussi un acide gras saturé. Sachez que l'huile de coco qui contient des acides gras à chaîne moyenne sont directement oxydés et augmentent un petit peu le métabolisme, mais en plus ont un effet un peu plus acétogène, qui peut se voir quand on utilise de l'huile à 100% de chaîne moyenne. On a au final une diminution de 90 calories par jour. Donc, on peut aussi avoir un intérêt pour la perte de poids là-dessus. Et puis voilà, sachez aussi que un bœuf, c'est aussi par exemple un animal à sang chaud. Et forcément, on trouve beaucoup de graisses saturées aussi dans la viande. Mais voilà, sachez que si la viande est nourrie à l'herbe, l'herbe, comme l'a dit Will, contient aussi de la vitamine, contient des polyinsaturés, mais aussi de la vitamine E. La vitamine E est ce qui stabilise les acides gras polyinsaturés. Et donc, si vous consommez de la viande qui a été nourrie à l'herbe, vous allez avoir des acides gras polyinsaturés, mais de meilleure qualité, mais vous allez avoir surtout la vitamine E à côté qui vous permettra de vous protéger, de vous immuniser contre le caractère instable des acides gras polyinsaturés qui rentrent dans la viande. Donc voilà, toujours penser au contexte. Les graisses saturées ne sont vraiment pas à bannir, loin de là, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis voilà, moi je finirai aussi pour dire merci Will pour m'avoir proposé de faire le podcast, c'est énormément gentil, très très gentil. J'apprécie énormément. Tu sais, voilà, tu sais tout le reste. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, vous voulez des renseignements sur quelque chose que j'aurais dit ou pas dit, etc. Et puis voilà, donc merci encore à toi, Will. Ça me fait énormément plaisir. Génial. Non, alors effectivement, s'il y a des choses qui vous intéressent particulièrement, a priori, à moins que tu refuses tout à coup, on va certainement refaire en tout cas un podcast supplémentaire, pourquoi pas plus, un peu selon l'intérêt que vous portez aussi à ça. Je pense que c'est très important d'apporter ce type de perspective pour que voilà, vous ayez peut-être des perspectives moins connues aussi en tête. Euh, mais clairement, voilà, selon ce que vous avez envie qu'on détaille, il se peut qu'on puisse développer de nombreux autres sujets. Je ne sais pas où se trouve la limite de Rémi, mais je ne l'ai pas encore trouvé en termes de connaissances, donc on peut y aller. Hein. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Et si jamais on peut se renseigner, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrêtera jamais de faire, on est fait pour évoluer, et puis on incarne totalement cette philosophie. On se réjouit des personnes qui vont nous contredire, spécialement lorsque c'est avec un discours argumenté, cohérent et constructif, parce que si quelqu'un nous montre qu'on a tort, on est toujours ravi de reprendre en compte notre propre raisonnement, et puis peut-être d'apprendre, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on continue d'évoluer. Donc on est ravi nous aussi de vous proposer cette perspective-là. Peut-être pour les détails, donc vous pouvez nous dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Je laisserai les commentaires. Je ne les laisse pas sur toutes les vidéos parce que en fait, je passe très peu de temps sur YouTube. Une fois que j'ai upload la vidéo, je passe beaucoup plus de temps à faire d'autres choses. Donc, j'ai pas vraiment, en tout cas, j'ai personne qui s'occupe de ça directement, de regarder les commentaires, etc. Donc, c'est pas contre vous. C'est juste que voilà, des fois aussi, il y a des choses intéressantes et tous les commentaires ne sont pas constructifs, pour dire ça gentiment. Donc, voilà, vos commentaires que je laisserai bien sûr apparaître. Dès le moment que ce n'est pas une incitation à la haine, c'est peut-être le seul critère qui fait office de filtre dans les commentaires, mais comme ça vous le savez, et puis ça a été dit. Si vous souhaitez aller plus loin vous-même parce que vous avez des soucis ou autres, Rémi et moi, on propose aussi des coachings. Moi, je suis un petit peu moins disponible. Je donne qu'une heure par jour de disponibilité sur mon calendrier pour des coachings, mais c'est tout à fait possible. Et puis, je mettrai en premier lien de description
un lien vers les consultations que vous pouvez obtenir avec Rémi si vous avez quelque chose que vous voulez détailler ou quelque chose que vous voulez comprendre ou vous voulez regarder directement quelque chose pour vous, pour que voilà, vous puissiez essayer de régler les problèmes à la source et peut-être pas seulement en surface comme c'est fait régulièrement. Donc voilà pour cette outro, comme on aime bien dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusque-là, de nous avoir écoutés. Puis on se réjouit d'avoir de vos nouvelles pour le prochain podcast qui aura de toute façon lieu et peut-être qui sera plus orienté vers un sujet ou un autre en fonction de vos commentaires. Donc voilà, un grand, grand merci. Et puis Rémi, je te laisse le mot de la fin et je vous dis à la prochaine. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute et puis oui, avec plaisir, à la prochaine. Yes, allez, ciao, ciao!